Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée, d'autant plus que l'horaire de cette émission depuis quelques semaines, vous le savez, est nouvelle, 21h, 23h, c'est carte sur table, le débat politique sur STV. Un seul thème ce soir, 4 panélistes comme il est de coutume. Un journaliste, éditorialiste, ancien directeur de publication, 2 hommes politiques et un enseignant de droit public. Ce sera pour parler évidemment de l'affaire Camteau, comprendre les dessous ou alors les implications. Vous le savez, le président du MRC a été interpellé ici à Douala hier et transféré à Yaoundé avec un certain nombre de cadres de ce parti, dont les plus connus ou les plus en responsabilité à Bezongan, Penda Ekoka. Il y a également dans un autre panel des militants très engagés comme Célestin Diamène qui pourtant avait reçu une balle, un flashball si vous le voulez bien, jusqu'ici du côté de Makepe. C'était donc samedi dernier. Tout ceci est la résultante d'une marche qui avait au préalable été non autorisé par les autorités administratives. Désormais, ces messieurs vont donc répondre de ce qui leur est reproché. On va décrypter tout cela en 2 heures. 2 heures de temps avec Alex Azebazé, je l'ai dit, journaliste, éditorialiste, ancien directeur de publication. Bonsoir Alex. Bonsoir député, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir naturellement à mes amis et compagnonnistes. Je pourrais d'ailleurs ajouter également que vous êtes très impliqué sur des questions de la société civile. On voit également vous déployer là-dessus. Pas sur les questions de la société civile de manière générale. Moi je suis un défenseur des droits humains, chacun le sait. Voilà, c'est tout dit. Emmanuel Kouni, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député, et merci de me convier à cette réflexion. Vous êtes du SDF. Tout à fait. Merci à nouveau d'être parmi nous. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV. Vous êtes du RDPC, comité central. Bonsoir, professeur, le docteur Ambroise Luison et Somba. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de STV. J'espère que nous aurons les moyens suffisants pour éclairer la lanterne de tous ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Enseignant de droit privé, de droit public, entre autres à l'université de Douala, donc dans les universités d'État et autres. Nous avons évidemment voulu avoir un responsable du MRC sur le plateau ce soir, seulement de ce côté-là. Et il nous a été retorqué que pour l'instant, le MRC va essayer de restreindre son déploiement médiatique, ce qu'on essaie de comprendre par ailleurs. Nous avons également, du moins nous restons dans l'espoir d'avoir le porte-parole du MRC, M. Bibou Nissak, dont nous avons eu tous les accords, Olivier, pour être en direct dans cette émission. Il est à Yaoundé. On devrait l'avoir au téléphone pour éventuellement avoir les dernières nouvelles déjà de ceux qui ont été interpellés. On espère qu'il pourra être des nôtres. Mais cela dit, on va quand même prendre l'émission. Et puis, première chose, chers messieurs, vraiment peut-être question, peut-être pas subsidiaire. Professeur Ambroise Luison, où étiez-vous samedi dernier, peut-être entre 10h et 15h, que faisiez-vous? De quel côté de la ville? Quelle était l'atmosphère? Oui, vous savez, c'est un samedi qui était annoncé en grande pompe au regard de ce qui s'est passé. Mais en tant qu'enseignant d'université, je vacais mes occupations professionnelles. Nous étions en examen ce jour, donc c'est par les réseaux sociaux que j'apprenais ce qui se passait dans les différents ruelles de la ville de Douala, à Makepe et à nos côtés. Donc, c'est par les réseaux sociaux que nous avons été informés d'un certain nombre de choses. Emmanuel Kounier. Oui, j'étais chez moi, je suis sorti pour aller au bureau dans le coup de 10 heures. Je suis passé par Ndokoti, puisque j'habite vers le kilomètre 10. Bon, je n'ai presque rien vu. Je suis parti à mon bureau à Bali. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir les images sur les réseaux sociaux. Et puis, je me suis rendu compte que Célestin Diamène avait reçu une balle à la cuisse. Et j'ai été surpris, parce que je n'avais pas eu l'impression qu'il y avait une mobilisation particulière par rapport à ce qui avait été prévu, à savoir la marche du MRC. Donc, comme ça s'est passé à Bonamoussa dit, je ne m'attendais pas justement à voir tout cela. J'étais très surpris. Et puis, le soir, j'ai appelé Célestin Diamène. C'est une dame qui a pris le téléphone. Je me suis dit que, comme on nous avait
fait savoir qu'il était à l'hôpital. Je me suis dit qu'il était donc peut-être en train de dormir ou quelque chose comme ça. Et puis, bon, la journée s'est achevée. Ce n'est que dimanche matin que j'ai pu avoir d'autres informations. Hervé Manuel Kom. Ben, écoutez, moi, j'étais dans une veille, puisque, comme nous avons annoncé l'Armageddon, Camille Kindi, le chef de la délégation départementale permanente pour le Gori, avait organisé la délégation. Nous avions une série de veilles dans tous les arrondissements et je me trouvais dans la série de veilles où on suivait un peu le mouvement parce que comme c'était une organisation presque confidentielle, à un moment ils ont été annoncés en Kololun et puis après ça s'est retrouvé un site à Makepe. C'était vraiment pas en soi quelque chose de massif, mais bon, c'était une organisation. Ils avaient l'intention de sortir de partout de la ville et nous attendions pour voir ce que ça devait être. Bon, ça a fini comme vous le savez. Après, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis très malheureux pour Célestin, mais je crois qu'on ne peut pas impunément choisir le camp de... Et je voulais d'abord savoir où vous étiez. Hein. Oui, savoir où j'étais à Douala. Voilà. Alex, Gustave. Ben, ce week-end, si vous voulez que je parle comme cela, non, j'étais à l'ouest, chez moi. Et vous avez appris la nouvelle par la réseau pour mes activités communautaires, j'étais d'ailleurs avec le chef supérieur du groupement Bafou, dont je suis l'un des conseillers en tant que notable à la Cour. Et nous avons assisté ensemble à 2 ou 3 événements, donc la funéraille de mon arrière-grand-père qu'on faisait ce week-end dans l'un des villages du groupement Bafou, à Bandifeng, comme ça s'appelle. Et le reste, les informations, je crois que autant j'étais dans ces activités communautaires-là, mais j'étais tout oui. En éveil. Et j'étais tout oui parce que j'étais au courant par les annonces qui avaient été faites dans les médias, notamment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes auxquelles ont accès tous ceux qui s'intéressent à la vie publique, la vie politique camerounaise, de cette marche blanche. Appelé par le chef du mouvement pour la Renaissance nationale et sa coalition, la coalition qu'il a accompagnée à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Et j'ai cru percevoir, à Tchangou, je suis allé samedi matin pour une commission. J'ai remarqué que le lieu, la place de l'indépendance ou la place des fêtes était prise d'assaut, pas par des centaines de policiers, mais par une, je ne sais pas si on dit un détachement des éléments de la gendarmerie et de la police, donc qui... un escadron. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, je ne suis pas spécialisé des questions militaires. Et donc, ça m'a rappelé que, sans doute, l'autorité administrative avait décidé de mettre en branle le dispositif qui permette de ne pas favoriser une manifestation publique, fût-elle pacifique, comme elle était annoncée. Alors j'observe que chacun était loin du théâtre, si je peux le dire ainsi. Non, moi j'étais pas... Non, je veux dire, quand je dis théâtre sur les lieux, personne à Makepe. J'étais à Douala 5, pas loin de Makepe. Personne à l'hôpital général, personne en Ndokoti. Alors, je voudrais savoir, évidemment, on a été tous arrosés dès que les manifestations ont commencé, surtout lorsque, même si les circonstances réelles, malgré tous les recoupements qu'on peut faire, ne sont pas encore tellement connus, lorsque Célestin Djamène reçoit, du moins, se fait faire une blessure, du moins. Vraiment, il faut dire que lorsque un élément de force de l'ordre tire sur Djamène, personne d'entre nous n'est sur le théâtre. Alors, monsieur, quand vous apprenez ce qui se passe, Djamène, entouré d'une vingtaine de personnes, interceptées et puis blessées, quelle est votre première réaction?
Moi, j'étais stupéfait. Moi, je ne m'attendais pas à cela. Je sais bien que la marche n'était pas autorisée, mais puisque la marche n'est jamais autorisée, hein, depuis plus de 20 ans, les pouvoirs publics n'ont jamais autorisé une marche de l'opposition. Donc, si vous voulez faire une marche, vous allez demander l'autorisation. Vous êtes certain qu'on ne va pas autoriser la marche. Donc, on a l'habitude d'essayer de marcher sans tenir compte de tout cela, puisque si vous voulez l'autorisation, vous ne l'aurez jamais. Donc, j'étais très étonné que ça se passe ainsi, parce que c'est la première fois depuis que nous faisons ces marches-là d'apprendre qu'on a tiré, n'est-ce pas, sur quelqu'un de cette manière-là. Et puis j'ai vu Célestin Djamène couché par terre, pantalon déchiré. On ne va pas me dire qu'il a déchiré son pantalon lui-même avec une blessure. Et puis c'était bien écrit dans les réseaux sociaux qu'il avait reçu une balle blanche ou balle, je ne sais pas quoi. Toujours est-il que il a eu une blessure au pied, et puis c'était perceptible qu'il avait reçu une balle sur le pied, qu'il avait reçu quelque chose de ce genre sur le pied. Donc il était couché et puis il sentait mal. Moi, ça m'a fait très mal. Moi, je ne pouvais pas imaginer, parce que quelques jours avant, on était à un débat sur une chaîne de télévision, et moi je sais que généralement quand il y a les marches, la police vient avec les gaz lacrymogènes, on essaie de disperser les gens et tout. Mais je n'ai pas compris que ce soit arrivé à ça. Je sais que Djamène ne peut pas aller casser quelque chose ou des histoires comme ça. C'est pas dans son tempérament. Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas dans son tempérament. Bon, pour prendre très peu de temps sur cette phase, je vais faire la chronologie une fois, parce qu'on était loin d'eux. Il y a eu Célestin Djamène, et puis il y a eu une mobilisation parce qu'on le transporte à l'hôpital général pour qu'il puisse y subir des soins. Il y a eu une mobilisation devant l'hôpital général. Michel Ndoki, maître Michel Ndoki, vice-président des femmes du MRC, également se voit blessé. Après l'hôpital général, ou du moins pendant l'hôpital général encore, Maurice Kamto, Pende Koka et Albert Zonga se mobilisent sur les lieux. Ils rendent visite à Célestin Djamène et à Michel Ndoki. Ils se retirent, gaz lacrymogène pour disperser la foule qui s'est mobilisée derrière eux. Il y a une marche du côté de Ndokoti qu'on nous a annoncé, et puis portée disparue. Alors je fais ça pour les autres. Je reviens dans la question. Quand vous apprenez ce déroulé des événements, prof, quelle est votre première réaction? Vraiment une réaction globale, hein, sur la question des libertés, sur le volet humaniste, sur... Oui, la première impression qui découle est d'abord celle de la disproportionnalité des moyens utilisés par l'administration, parce qu'on sait généralement, et ça, le gars l'a rappelé tout à l'heure, on a souvent vu notre armée utiliser des moyens matériels tels que les gaz lacrymogènes, un peu d'eau, comment est-ce qu'on appelle cette eau-là, pour essayer de disperser la foule. Mais là, ça a permis de comprendre également l'ampleur justement de la riposte qu'il y a eu en face de tous ceux qui manifestaient. Et aussi, vous savez, relativement aux questions des droits de l'homme, et même dans les conventions que nous avons, par exemple les conventions sur la guerre, on sait généralement que lorsque l'ennemi n'a pas d'armes ou bien a déposé les armes, on ne tire pas sur lui. Donc moi je pense pour ma part que c'était quand même des images choquantes à la limite, même si tout à l'heure on verra que pour les questions de l'intérêt supérieur de l'État, l'État peut utiliser des moyens qui lui semblent efficaces dans la mesure justement de ramener l'ordre public. Écoutez, moi je vais vous dire franchement, je désespère de l'esprit camerounais. Non. Parce que... non, laissez-moi répondre s'il vous plaît. Ne me faites pas... Je prends le son de ne pas encore aller dans l'analyse. Non, je ne suis pas encore dans l'analyse. Je désespère l'esprit camerounais. Parce que moi, le sentiment que j'ai eu quand j'apprenais cette histoire, et je n'étais pas loin, c'est le gâchis. Vous connaissez les liens, malgré notre divergence océanique sur le plan idéologique, le lien entre Célestin Djamène et moi. Nous avons des liens d'amitié. La dernière fois, on était ici sur ce plateau. Mais au lieu de commencer à faire des descriptions eschatologiques, apocalyptiques, il faut qu'on ait le courage de dire comment en est-on arrivé là, pourquoi en est-on arrivé là, et pourquoi on a franchi la ligne rouge qui risque de provoquer des choses irréparables. Et moi j'ai vu l'image, d'abord je voulais préciser parce que j'ai quand même quelques expertises dans ce domaine, les opérations de maintien de l'ordre ne se font pas avec des armes létales. On y arrive. Donc rassurons tout le monde. On y arrive, on va parler du matériel, de la loi. Le projectile qui atteint Célestin on va y arriver. N'était pas pour le tuer. Et c'était pas une balle. On va y arriver. D'accord. Donc Alex, moi, c'est le sentiment de gâchis et le fait que certains commençaient à jouer avec le courant haute tension, il faut qu'il s'arrête. Alex.
Non, d'abord, je dois dire, en tant que citoyen, qu'il est toujours pénible, ou je suis toujours peiné d'observer que les divergences politiques puissent être réglées par les forces de sécurité plutôt que entre les différents groupes politiques. C'est-à-dire que je me serais attendu que les revendications du MRC ou de la coalition Pro-Camto soient adressées dans un cadre où ils discutent avec leurs adversaires politiques qui peuvent être le pouvoir en place, c'est-à-dire le parti RDPC et le gouvernement et ses alliés, ou avec leurs autres partenaires ou bien leurs autres collègues de l'opposition, ensemble, face au pouvoir. Lorsque on en vient à se retrouver dans la rue, et dont la seule réponse que donne le gouvernement de la République, c'est la réponse policière. Parce que je ne vais pas dire la réponse militaire, il n'y a pas eu de militaire dans la rue samedi en tout cas. Je n'ai pas cru voir les militaires. J'ai vu des policiers qui étaient censés être dans une opération de maintien de l'ordre, mais je suis étonné que dans une opération de maintien de l'ordre, pour une manifestation dont on me dit, en tout cas pour celle de Douala où il y a eu des blessés et qui sont reconnus par le gouvernement, parce que j'ai entendu les gens dire qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il n'y avait pas eu de blessés, et ça est consort. Le gouvernement le reconnaît en disant il y a eu six des blessés, mais tente de dire que ces blessés-là, ce n'est pas des blessures par balle. De toutes les façons, quand on est blessé et qu'il est établi aujourd'hui que les coups de feu ou les coups qui sont les projectiles qui ont provoqué ou produit ces blessures-là sont issus de l'instrument. Certains refusent qu'on appelle cela l'arme, mais je constate que c'était des armes. Ce qui, moi, m'a étonné, c'est que quand je vois l'identité des deux personnes, des deux premières personnes qui ont reçu ces tirs-là, je dis les deux premières personnes. Célestin Djamène, qui est, comme l'a dit le ministre de l'administration territoriale, qui est quelqu'un que je connais, le ministre Atanganji, qui sont deux activistes notoirement connus. Ça veut dire que les personnes qui ont tiré ont ciblé ces deux personnes-là. Et quand on cible des leaders politiques ou des leaders sociaux dans le cadre d'une manifestation, fut-elle interdite ou fut-elle interdite, on va vers quelque chose qui me semble déborder de la civilité démocratique. Parce que dans une société, dans une société qui aspire, et comme j'ai souvent entendu les plus hautes autorités de ce pays le dire, qui aspire à l'harmonie ou à la démocratie apaisée, conviviale, on ne règle, je le répète, on ne règle pas les divergences politiques par le recours aux armes. Et notre gouvernement a choisi de le faire. C'est regrettable. Vous aurez observé. C'est regrettable et je pense que vous aurez observé à l'aise que je vous ai laissé aller au-delà. Comme d'habitude, il ne fait pas les virgules. Non, c'était une transition. Je l'ai laissé aller au-delà parce que là, on est déjà en plein dans la manifestation. Mais pour être véritablement là-dedans, Ambroise Luizon, clairement, concrètement, que prévoit la loi en matière de manifestation publique? Député, il faut dire que dans la conception générale de l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, on sait généralement que la liberté, c'est le principe et la restriction, l'exception. Mais notre droit positif camerounais, à partir de la loi de 90 sur les manifestations publiques, en son article, je crois, 4 ou 5, précise très clairement le régime de déclaration et d'autorisation. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que lorsque vous voulez faire une manifestation sur la voie publique, vous avez d'abord une obligation de déclaration qui est constitutive de l'information auprès de l'administration concernée. Et après, dans cela, vous bénéficiez d'une autorisation préalable qui est considérée ici comme la permission que vous donne l'administration d'aller sur la voie publique et de prendre... Ça se manifeste par le récépissé. Oui, on vous restitue un récépissé avec accusé de réception et vous allez donc faire la manifestation, sachant que vous avez donc reçu l'autorisation préalable de l'autorité administrative qui va donc
déployer sur le terrain un ensemble d'instruments des gens de la sécurité pour essayer d'encadrer la marche. Parce que vous savez, une marche, qu'elle soit pacifique, peut à tout moment dégénérer et risque justement dans ce cas de porter atteinte à l'ordre public, à la stabilité justement des institutions étatiques et surtout à l'intégrité territoriale. Et c'est à partir de là donc que la loi de 90 intervient justement pour régler et réguler toute activité qui s'exerce sur la voie publique. Et justement, comme je le dis, sur les 2 points, à savoir la déclaration préalable et l'autorisation préalable qui vous donne donc le droit d'aller sur la voie publique. Je rappelle, Emmanuel Kounié, que vous, SIF, déjà le 23, vous avez également intenté, vous avez voulu organiser une manifestation pour faire sanctionner, du moins vous réclamiez la sanction de ceux-là qui ont géré le dossier de la CAN. Alors, face à cette loi, face à ces 2 événements plutôt proches, vous avez été surpris de la réaction des autorités, de l'autorité administrative, de l'autorité policière, d'autant plus que 48 heures ou alors 112 heures avant, vous étiez déjà face à cette même difficulté. Vous avez été surpris de cette réaction-là? Oui, moi j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que, effectivement, pendant que nous on faisait notre marche, nos députés sont arrivés, nos élus sont arrivés, il y a eu bousculade, il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a même des tirs de coups de feu, mais ça n'était pas orienté, n'est-ce pas, vers une personne ou bien vers un marcheur. Mais moi je suis d'accord avec M. Azebazé que quand j'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression qu'il y avait une présomption, il y avait une préméditation pour ce qui concerne Célestin Djamène. Et puis je le lui avais d'ailleurs dit parce que Célestin Djamène pouvait être ciblé. Moi je pense qu'il a été d'ailleurs ciblé parce qu'il a l'habitude de dire président élu, président proclamé, président ceci. Et je suis sûr que ces dictateurs-là n'aiment pas écouter ce genre de langage. Et je me dis que c'est fort de tout cela qu'il a été ciblé. Et Maître Ndoki, vous connaissez son histoire également. Donc je crois qu'ils ont fait cela pour démontrer aux gens que ceux qui ont l'habitude de porter ces messages-là, nous les avons punis et que dorénavant que personne ne se comporte de cette manière. Donc je pense sincèrement que ce n'était pas sérieux ce qui s'est passé et que ces 2 personnes ont été particulièrement ciblées et que c'est pas juste que, n'est-ce pas, les autorités policières se comportent de cette manière, parce que quand la police se comporte de cette manière-là, cette police devient une milice, ce n'est plus une police citoyenne. Oui, avec. Bon, j'apprends une très grande leçon ici aujourd'hui, c'est qu'on peut faire le maintien de l'ordre à main nue. C'est faux, monsieur Azebazé, c'est faux. C'est pour ça que je dis, je désespère de l'esprit camerounais, parce que quand il nous arrive quelque chose comme celle qui a failli nous arriver ce week-end, nous devons avoir du recul pour nous dire qu'est-ce que vivre ensemble veut dire. Le vivre ensemble se fait dans le cadre d'un état de droit, de la loi. Et dans la République, aucune personne, mais serait-ce même un ancien candidat à une élection, aucun groupe ne doit s'inscrire d'une façon permanente, répétitive, dans la transgression de la loi et de l'ordre public. Donc, nous avons, dans le groupe d'où je viens, parce que tout le monde s'exprime en groupe, un proverbe qui dit, quand vous trouvez une situation de quelqu'un qui est par terre et qui ne vous explique pas la glissade, vous ne parlez que de sa chute, cette personne est de mauvaise foi. Je pense donc qu'à un niveau comme celui-ci, on devrait se demander si cette manifestation a été même déclarée, ce qui ne doit pas être le cas. Et croyez-moi, ils ont projeté de faire des manifestations dans plusieurs endroits au Cameroun au même moment. Ceux de Yaoundé ne pouvant pas sortir, dont M. Kamto et compagnie, ont pris la route pour arriver à Douala où ils ont pensé que c'était ouvert. Ce qui arrive à Célestin Djamène se passe à Douala 5e. Et je pense, et je suis convaincu d'ailleurs, que Célestin n'a même pas demandé, Célestin ou un autre responsable du mouvement n'ont même pas demandé l'autorisation pour cette manifestation. Alors, maintenant, nos forces de défense et de sécurité sont soumises à une pression de provocation permanente, ce qui ne justifie pas. Je vous ai dit, quand on regarde tout cela, parce qu'il faut quand même qu'on prenne l'habitude, quand on aborde des débats d'une telle sensibilité, de prendre un minimum de se renseigner quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Aucune opération de maintien de l'ordre ne peut se faire au premier degré avec des armes létales, c'est-à-dire des armes qui tuent.
Est-ce que ça autorise de blesser les gens? Non. Quelles sont les armes autorisées dans ce cas-là? Les armes de maintien de l'ordre, je vais parler d'une façon éclectique. Vous avez par exemple les tasers, mais c'est un débat actuellement en France, parce que ça a des effets secondaires qui ne sont pas acceptés. Tout à l'heure, le docteur Essoma, lui, proposait les Mami Wata. Ça aussi, c'est dangereux. Si vous êtes quelqu'un d'une santé fragile, vous avez la tension encore fragile, vous pouvez subir des conséquences. Avant de déployer les armes, est-ce que la police... Laissez-moi aller non, je vous reviens. La police a-t-elle le droit ou l'obligation d'encadrer les manifestants au cas où... Monsieur Tongo, je voulais répéter que nous devons démontrer aux autres qui nous suivent partout que nous sommes aussi intelligents qu'eux. Quand une manifestation est interdite, elle est interdite. Mais non, parce que non, le sens de la question aussi, le sens de la question, c'est que l'interdiction, je présume que l'autorité administrative qui interdit observe qu'il y a quand même un degré de... Alors vous posez mal votre question. Non, attendez. Laissez-moi non, poser... mais vous me coupez à chaque instant. Laissez-moi poser une mauvaise question. Laissez-moi poser une mauvaise question, j'espère que vous aurez la bonne réponse. Bon, alors vous me laisserez répondre. Nous les profanes, vous me laisserez répondre après. Mon seul travail, c'est de poser les questions. Elle est plus bête d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors, l'autorité administrative, ayant pris conscience de l'ampleur de la sensibilité d'une marche, conscience de ce qu'il peut y avoir des casseurs, est-ce que cette autorité a les moyens, peut-elle adapter l'encadrement de cette manifestation au risque qu'elle présente? Très bonne question. C'est-à-dire qu'au final, il faut que l'interdiction ou les moyens qu'on doit utiliser pour empêcher la réalisation de ce qui est interdit soit proportionnel au risque qu'encourt l'ordre public. On est d'accord là-dessus. Mais je vous ai dit, ici, on est en train de faire les spéculations. Lorsque j'entends des propos du genre ciblé, ceci, je crois que c'est excessif. Il faut des témoins oculaires pour dire si tous les gens sur qui on a tiré avaient obéi, avaient levé par exemple les mains, s'étaient assis et ne marchaient plus. Mais personne ne peut le dire ici. Tout ça, on est dans le domaine incantatoire de la spéculation. Pour revenir à l'essentiel, dans une république, nous ne devons pas accepter ceux qui s'installent indéfiniment dans qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot tout à l'heure, la transgression de l'ordre public et de la loi. Et ce qu'on invoque dans cette affaire, que ce soit les élections, la plus haute instance, l'instance fêtière en matière de contentieux électoral a tranché cette affaire, ça s'appelle en droit, pour ceux qui ont été même dans les universités, même en Chine, l'autorité de la chose jugée. Et je crains que les professeurs, entre guillemets, ne se souviennent pas des leçons s'ils les ont données à leurs élèves. Deuxième chose, l'ordre public, l'État a le monopole de la violence, mais une violence proportionnelle. Dans cette histoire-là, il faut que on puisse parler politiquement, et là je suis d'accord sur ce second point avec Alex, c'est-à-dire qu'une question politique se traite politiquement et non de prendre les gens en otage. Okay. Là vous parlez simplement des événements de Makepe, et tout à l'heure quand on arrivera, je l'espère, sur la dégradation par une bande de vandales à Paris de notre ambassade, vous me laisserez le temps aussi de parler, de faire le commentaire. On y arrive. Emmanuel Kouni. Oui. Bon, il est clair qu'on est dans un régime de déclaration, non? On est dans avec peut-être obligation, ou alors avec, dans tous les cas, l'autorité administrative, sous-préfet doit délivrer un récépissé. Il peut interdire, comme il peut délocaliser la manifestation. Alors, à partir de là, à l'observation, parce qu'on a quand même pu constater qu'en dehors de la période électorale, où les candidats uniquement étaient quand même permis de se déployer, que ce soit avant ou depuis après, on observe quand même que dans l'ensemble, les manifestations politiques sont soit restreintes, soit interdites. Vous avez le sentiment... Il faut préciser les manifestations de l'opposition. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme de provocation, qu'il y a une forme d'excitation qu'on envoie comme ça à l'opposition? Non, ce que je voudrais dire, c'est que les manifestations de l'opposition, des partis d'opposition, sont systématiquement interdites. Ça, il faut le dire, systématiquement, parce qu'on n'a pas encore eu une autorisation de manifester. Est-ce que les partis d'opposition présentent suffisamment de garanties? Mais qu'est-ce que vous appelez garantie? Si vous pensez que depuis 1996, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire 23 ans,
on n'a jamais réussi à organiser une marche. Vous avez vu en 2008... Emmanuel, les gens, attendez, je veux dire... les congrès du SDF ont été interdits un jour. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand je parle C'est une manifestation. je parle des manifestations, Ce sont des réunions publiques. Et puis, je voudrais aller plus loin. Vous savez, la vérité de cette affaire, et c'est la même chose qui se passe en France. La vérité dans cette affaire, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des gens qui ont tordu le cou à la Constitution de 1996. Parce qu'en 1996, par exemple, je prends un exemple simple. Je ne veux pas parler comment dirais-je, du mandat présidentiel qui était une fois renouvelable et dont le verrou a été sauté. Restons dans le sujet. On va y arriver. Je voudrais vous dire... Pendant 2 heures, hein, c'est le seul thème. Je voudrais vous dire... Parce qu'il faut comprendre... On va parler de tout cela. Il faut comprendre pourquoi on arrive à tout ce qui se passe là. Non, regardez, dans notre, je parle sur le contrôle d'Alex, on essaie de faire un peu la pyramide inversée. Ouais. Parler de la plus récente actualité, et c'est ce que j'essaie de faire. Oui. Parce qu'on va remonter sur tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit à travers les appellations qu'on donne aux autres, tout le débat d'ailleurs sur les médias, on va en parler. Je voudrais planter un peu le D'accord, décor. Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont au pouvoir sont conscients du fait que une constitution consensuelle a été votée en 1996 et que en 2008 ils ont tordu le cou à cette constitution. Ils ont d'ailleurs, dans les modifications, changé le mode de mise en place du Conseil constitutionnel. Parce que dans la constitution de 1996, il était précisé que 3 membres du Conseil constitutionnel étaient désignés par le président de la République. Attendez, c'est justement ça le problème. Le problème est là. Le problème est là. 3 membres devaient être désignés par le président de l'Assemblée après consultation de son bureau. 3 membres par le président du Sénat après consultation de son bureau. En 2008, ils ont changé la constitution et puis les 11 membres devaient être nommés par le président de la République. Et c'est l'Assemblée obèse qui sont fabriqués, qui a, n'est-ce pas, changé la constitution. Et dans ces conditions, s'il te plaît, dans ces conditions, on est arrivé à la Cour constitutionnelle où Maurice Kamto a recusé cette Cour constitutionnelle, puisqu'elle est nommée par une personne, et justement, elle ne pouvait plus dire le droit. Emmanuel, et c'est ce qui entraîne tout ce que nous voyons. Si Maurice Kamto en arrive à récuser la Cour, du moins jusqu'à le Conseil, il a commencé. Non, il n'a pas récusé tout le Conseil, il a récusé certains membres. D'accord, mais avant d'y arriver. Qui étaient des militants du RDP. Avant d'y arriver, il était d'abord d'accord avec. C'est injusticiable. Ah bon? C'est un principe. Non, le problème n'est pas d'être d'accord. Ça n'a pas de sens. Oui, Alex. Allez-y. Je pense que tout à l'heure, j'entends avec beaucoup de peine dire que le principe de la manifestation publique, le régime de la manifestation publique, des manifestations publiques est un régime d'autorisation. Déclaration. Non, mais quand le spécialiste, l'enseignant qui est autour de la table, spécialiste du droit public, qui est autour de la table, dit et insiste sur le fait que l'autorité administrative doit, par le récépissé, délivrer au déclarant ce qui tient lieu d'autorisation. Moi je dis, je m'inscris en faux contre cela. Ce que la loi dit, c'est que les organisateurs, et j'en parle parce que en tant que leader syndical, il m'est arrivé souvent de demander ou de solliciter ou de déclarer un ensemble de manifestations. La loi dit que les organisateurs doivent indiquer à l'autorité administrative l'itinéraire de leur manifestation, doivent indiquer à l'autorité administrative, s'il vous plaît, qui est responsable de la sécurité, qui assume en cas de difficulté, en cas de perturbation justement de l'ordre public. Mais qu'est-ce que nous constatons? J'en parle parce que j'ai participé à un colloque à Yaoundé. C'est aérien ton débat. Non, s'il te plaît. Est-ce que la marche de Makepe a été déclarée? Est-ce que la marche de Makepe a été déclarée? Revenons à cette... On va y arriver. On va y arriver. Je crois que c'est Dipita qui modère ce débat. Oui, mais toi, si Hervé veut modérer le débat, je pense que je choisirais de le laisser modérer le débat. Moi, je partirai. Parce qu'on ne peut pas continuer à venir sur le plateau. Laissez-le être aérien. Vous poussez
vous poussez les citoyens, même les citoyens les plus modérés. Et je considère que je suis, c'est ça, oui. Je suis un modéré. Souvent Je suis un modéré de la République. On se connaît, non? Je suis un modéré de la En un République. mot, on y passe rapidement. Je la lis rapidement. Donc je disais. Cette loi. Non, je dis. Chapitre 3 des manifestations publiques. Je t'en prie. Article 6. 1. Sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements des personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Oui. Déroge. Pardon. Déroge à l'obligation visée à l'alinéa 1 les sorties sur la voie publique conformes aux traditions et usages locaux. Article 7. 1. C'est là où on demande. La déclaration prévue par l'article 6 ci-dessus est faite au district ou à la sous-préfecture où la manifestation doit avoir lieu 7 jours francs au moins avant la date de la dite manifestation. Elle indique les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement. Et s'il y a lieu, l'itinéraire choisi et est signé par l'un d'eux faisant élection de domicile au chef-lieu ou de l'arrondissement ou du district. Article 8. Bon, le chef du district, chapitre 4. Bon. Le chef du district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement le récépissé. Toutefois, bon, je vais il en délivre immédiatement récépissé parce qu'il n'y a même pas d'article. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration domicile élu. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut par simple requête saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine, les parties entendues en chambre du conseil. 4, petit 4, c'est cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions du droit commun. Oui, Alex. Oui. Vraiment, je pense que c'est souvent important de lire les textes, comment je l'ai dit, qui organisent. C'était quoi? S'il te plaît, Hervé. J'ai l'impression que tu... excuse-moi de te tutoyer. Non, mais on se tutoie. Il faut dire aux gens qu'on est des amis, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Donc, quel est le contexte de ce qui se passe? Il se trouve, et M. Kougné l'a dit... M. Kougné, c'est pas la Bible. Non. M. Kougné l'a dit, dans ce pays, depuis le retour au multipartisme, moi qui couvre en tant que journaliste, s'il te plaît, les activités politiques, il a été constaté, et je le dis sous, comment je l'ai dit, sous le contrôle des organisations de défense des droits de l'homme qui font le monitoring d'un ensemble de violations ou de promotion de droits et libertés fondamentales dans ce pays, que toutes les manifestations visant à critiquer ou à contester le pouvoir en place ou le gouvernement en place sont systématiquement interdites. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'un jour on fasse ce débat-là? Et je pense que c'est ce qui est en cause. Quel que soit l'objet. Arrêtez pour le débat politique. Ce qui est en cause, c'est un débat politique. Est-ce que l'administration camerounaise actuelle, la gouvernance camerounaise actuelle, autorise l'expression différenciée des opinions sur la gouvernance actuelle du pouvoir, en dehors du bavardage que nous voulons faire sur les plateaux de télévision ou en dehors de quelques réunions statutaires des organisations qui peuvent se tenir dans des salles closes qui précisément, dans des salles fermées, qui précisément ne permettent pas à ceux ou celles des personnes qui ne sont pas membres de ces organisations-là de voir, parce que l'effet d'une manifestation publique, alors que le parti au pouvoir ne se trouve jamais empêché, je ne souhaite pas qu'il soit empêché. Non, mais tu le souhaites, mais non, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Il ne faut pas le faire. Nous connaissons. Il ne faut pas le faire. Je dis, non. Vous me prenez sur ma parole le jour où vous me verrez en train de sauter qu'un sous-préfet ou un chef de district interdisent un meeting public du RDPC en dehors de période de campagne électorale. Vous me prendrez au mot en disant donc, pour terminer sur ce point. Moi j'ai cru entendre que le MRC, son président national, a fait une déclaration à un moment donné. Il a dit, mais bon sang,
quand nous demandons, quand nous faisons les déclarations de manifestation, elles sont systématiquement interdites. À son retour, je crois, d'une réunion à Addis Abeba, il a dit à ses camarades, je préfère dire, siège, il a dit à ses camarades, parce que je n'aime pas le terme, à ses militants. On n'est pas militant d'un nom. Oui, je parle français. Il a dit d'un parti. Il a dit à ses camarades, je souhaite que vous, quand il faut manifester, puisque nous sommes un parti républicain qui respecte les institutions, c'est-à-dire les lois, les règles, déclarons toujours les manifestations. Vous dites que celle de Douala 5e n'était pas déclarée, ou celle de Douala n'était pas déclarée. Peut-être qu'au sortir de cette émission, je vérifierai si votre truc est... vous avez le porte-parole. Je peux parler. Mais tu n'as pas vérifié. Le porte-parole prendra la parole. Oui, mais voilà. Restons dans un contexte. Parce que si nous ne discutons pas des problématiques de notre pays en les mettant dans un cadre global, on viendra à pinailler sur des questions qui, de toutes les façons, reviendront parce que demain, c'est un autre parti ou une autre organisation, même une organisation civile, qui veut faire une manifestation, même parfois, pour présenter un rapport. Vous voyez une autorité administrative qui, après réunion, dit nous avons interdit la présentation de ce rapport. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas continuer à marcher comme ça. Hervé, allez-y. Je pense que tout est améliorable, en matière de liberté surtout. Nous souhaitons tous que nous soyons dans une convivialité, dans une compétition conviviale, et que les choses soient transparentes pour tout le monde. Mais aujourd'hui, Lipita, il s'agit du respect de la loi. Durales Seglex. Quel est le régime de la loi aujourd'hui? Et il faut que c'est ensemble que nous modifions ou faisons évoluer cette loi. Mais un groupe ne peut pas, au nom de je ne sais pas quelle arrogance et prétention, décider de faire changer une loi toute seule. C'est pas possible. Et donc, ce qui se passe là maintenant, il faut que nous en tirons les leçons. Lorsque Maurice Kamto, de retour d'Addis Abeba, il était plus clair, il n'avait pas besoin de discours, des phrases qui ne terminent pas. Je croyais comprendre qu'il avait dit aux militants du MRC, ne descendez pas dans la rue quand vous n'avez pas une autorisation. Il a été clair, et là c'était le juriste. Mais maintenant, si le politicien a rattrapé le juriste et l'a bouffé, il faut qu'il assume les conséquences. Je vous dis, et je mets au défi, j'espère qu'on va nous apporter, je peux me tromper, mais les manifestations qui étaient programmées sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire à Bafang, dans le Hongkam, à Bafoussam, à Yaoundé même, où certaines personnes qui se sont retrouvées ici pour parasiter ce qu'ils croyaient être une manifestation qui n'en est pas une, étaient à Yaoundé, ils ont pris la route pour venir. Donc on n'a pas qu'à dénoncer les militants ni les responsables du parti. Ce que nous demandons, c'est que, pour qu'il n'y ait plus ce genre de spectacle, moi je ne suis pas heureux lorsque je vois un adversaire, un concurrent politique blessé. Je ne suis pas heureux. Merci, je ne suis pas heureux de voir Michel Ndoki dans le caniveau. Voilà, je suis clair. Mais je dis, lorsque vous vous permettez de violer la loi et d'harceler les forces de sécurité, eh bien vous subissez les conséquences. Je vous relance en fait. On sort maintenant des subtilités juridiques. Je voudrais qu'on plante d'abord le décor. Maintenant, allons franchement. Essayons. Oui, mais oui, je veux dire, chacun peut rebondir, mais cette phase maintenant, c'est d'aborder un peu la question politique de cette histoire. Et d'ailleurs, vous faisiez bien avec Alex Azebazé de le noter tout à l'heure, c'est que dans le contexte, quand même, depuis un peu plus d'1 an, 2 ans, on observe, et je l'ai noté aussi tout à l'heure, la présidentielle était une exception, que les manifestations publiques des partis de l'opposition et d'un ensemble d'organisations qui sont plus ou moins liées à, du moins, qui sont contestataires des décisions du pouvoir, qui sont contestataires des décisions gouvernementales. On observe quand même que leur sortie, qu'elles soient des réunions publiques ou des manifestations publiques, est-ce que cela peut expliquer le ras-le-bol? La violation de la loi que tu as fait. Pas que. Non, regardez bien l'étape.
On est dans le contexte politique. Ouais. Et dans le contexte politique, il peut y avoir un ras-le-bol. Les gilets jaunes expriment un ras-le-bol. Et il y a les chars dans Non, Paris. non, donc. Alors, je vais vous dire pourquoi il y a le ras-le-bol. Je vais prendre justement l'exemple des Gilets jaunes. Quand M. Macron arrive au pouvoir, il a ses réformes et il dit qu'il va gouverner par ordonnance. C'est-à-dire qu'il prend un certain nombre d'ordonnances et où il a fiscalisé l'épargne et les obligations, il a fiscalisé les heures supplémentaires, il a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune pour instaurer... Non, écoutez, l'impôt sur la fortune pour instaurer l'impôt sur la fortune immobilière. Et il a dit aux Français que je suis obligé de supprimer l'impôt sur la fortune pour que les Français puissent apporter leur épargne, pour qu'on puisse investir, et créer des emplois. Les gens ont attendu, ils se sont rendus compte qu'ils ont été floués et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de descendre dans la rue pour faire des revendications. Tout comme en 96, de manière concertée, on a voté une constitution, on a mis sur pied une constitution. Et en 2008, dans la bagarre où il y a eu près de 100 morts, le pouvoir même a reconnu qu'il y a eu 40 morts à Douala. En 2008, si vous n'étiez pas là, rappelez-vous, le pouvoir lui a reconnu qu'il y a eu 40 morts. Au terme de ces morts, ils ont tordu le poids de la constitution et ils ont changer des articles de la Constitution. Je vous ai parlé du Conseil constitutionnel qui devait être institué par des membres qui étaient désignés par certains organes. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale devait désigner 3 membres. Et pour désigner les 3 membres, il devait consulter son bureau. Le SDF avait des membres de son parti dans le bureau de cette assemblée dont nous devions le savoir. Mais ils ont changé cette constitution et puis ils ont tout changé dedans. Et puis, dans cette constitution, il était même dit, la constitution de 96, que les anciens présidents de la République sont d'office membres du Conseil constitutionnel. Ils ont enlevé tout ça. Parce que M. Biya pense qu'il est un président. Non, c'est pas conseiller, je regarde la Quel est l'ancien président? Je l'ai lu aujourd'hui. Non, ce n'est pas conseiller. Laissez-le terminer. Peut-être dans la loi 2004, mais je parle de la loi 2000. Donc, ils ont tordu le cou à la Constitution et maintenant ils organisent des élections où une même personne nombre les 11 membres du Conseil constitutionnel, une même personne nombre les membres du Conseil électoral et puis on se trouve dans une situation où les gens sont complètement phagocytés et c'est ce qui justifie justement le fait que quand les gens ont des sentences comme ce que nous avons eu à la Cour constitutionnelle où on dit rejeter, irrecevable, ils estiment que ces gens-là sont des agents de service de M. Biya et qu'il n'a pas gagné les élections et c'est ça qui amène justement les gens à estimer que le résultat là n'est pas un bon résultat et quand les gens veulent revendiquer, c'est le ras-le-bol. Les gens revendiquent parce qu'il y a le ras-le-bol et ça donne ce que ça a donné là. Et puis je vais vous dire, si rien n'est fait, les gens vont continuer à estimer que ce pouvoir-là s'installe de manière absolument normale. Député, moi je dois pouvoir indiquer que, et ça il faut le reconnaître, le refus constant et permanent des autorisations de manifestations publiques à l'endroit des partis politiques et même des associations peut justifier justement ces frustrations et ces actions que nous voyons, enfin peut radicaliser un certain nombre de leaders des partis de l'opposition. Mais je voulais indiquer, M. Dipita, que la Constitution, notre Constitution est claire, elle prévoit le droit du recours de la résistance à l'oppression. Mais ce droit de recours est suffisamment encadré pour que justement, qu'est-ce qui fonde en réalité l'origine de la déclaration de l'autorisation, c'est simplement le caractère irréparable des préjudices qui vont naître de l'activité et de l'exercice des dites libertés. Donc ce qu'il faut pouvoir noter, c'est qu'aujourd'hui, la notion d'ordre public devient une notion politique. Et dès lors qu'elle devient une notion politique, ça veut tout simplement dire que le droit devient politique ou politisé. D'où une zone de non-droit qui peut donc justifier que, au regard de ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire l'exercice des libertés fondamentales, opposé à la primauté de l'ordre public, on met donc de côté justement les libertés fondamentales pour promouvoir la primauté de l'ordre public. Ça veut donc dire tout simplement quoi? Ça veut donc dire tout simplement que l'État, qui a donc pour mission d'assurer la sauvegarde et la sécurité publique, se retrouve donc dans des dispositions qui lui donnent donc l'opportunité d'utiliser donc les moyens de droit. C'est-à-dire, comme c'est le cas de l'espèce, on a vu que ces manifestations se déroulent sans avoir bénéficié au préalable du régime qui encadre les manifestations publiques. Ça veut donc tout simplement dire, M. Dipita, que l'État ici se retrouve dans une mission qui est fondamentale, celle de la garantie et de la préservation de l'ordre public. Et vous savez, lorsque cette mission est reconnue aux forces de l'autorité publique,
Ça veut tout simplement dire que l'État se met dans une posture de défense de la paix publique qui est pour moi une condition indispensable de la construction de l'unité nationale. Et ça fait de sorte que, vous savez, aujourd'hui la protection normative de l'unité nationale est accrue parce qu'en réalité, sans la paix, on ne peut pas, sans la paix, il n'y a pas prospérité, il n'y a pas de développement. Donc je pense pour ma part qu'il faut faire très attention. Les notions d'ordre public deviennent aujourd'hui des notions politisées et ça fait de sorte qu'on arrive donc à une flexibilité où, si vous voulez, les autorités administratives arrivent donc à grignoter l'exercice des libertés fondamentales. Alex Azebasi, alors dans la formation et l'éducation politique, avez-vous le sentiment que les partis dans leur ensemble sont suffisamment, je veux dire peut-être le mot n'est peut-être pas juste, mais je veux dire armés pour... du moins face à cette attitude de ras-le-bol, armée psychologiquement, est-ce qu'elles ont suffisamment de ressources pour se dire on va tout faire pour contenir ceux d'entre nous qui pourraient être des extrémistes, pour qu'on ne viole pas la loi, armée politiquement pour trouver des subtilités à opposer peut-être à l'adversité et évidemment armée sur les questions de droit pour faire face à tout cela. Il est toujours difficile quand on dirige une organisation en tant que leader de devoir se situer entre les différentes aspirations qui s'expriment les unes aux extrêmes, les autres au centre, les autres, je ne parle pas des choses comme ça, les autres au centre, les autres peut-être un peu moins, de manière moins rude ou moins j'aime pas les termes radicaux. Mais puisque vous l'utilisez, prenons-le pour ce que cela peut être. Mais quand on regarde l'histoire des mouvements d'opposition au Cameroun, à tout le moins depuis 1991, depuis le retour au multipartisme, moi je constate, et c'est juste un constat que je fais, que les partis politiques de l'opposition, en dehors de la période, ou les forces de l'opposition, en dehors de la période d'avril 1991, lorsqu'il y a eu les villes mortes, oui, jusqu'à la tripartite, les partis politiques de l'opposition sont toujours inscrits dans la légalité. C'est-à-dire, c'est quoi la légalité? Quand elles veulent mener leurs activités, des activités politiques dont l'administration veut réduire à la portion congrue, quand il s'agit justement de l'opposition, aux activités essentiellement statutaires, c'est-à-dire aux réunions essentiellement statutaires, les excluant de la possibilité de participer à des manifestations de rue qui peuvent même ne pas être organisées par les partis politiques, mais même par des groupes citoyens qui permettent de construire un rapport de force sociale. Et le pouvoir, utilisant l'administration, surdomine la scène politique en donnant l'impression aux citoyens que les partis politiques de l'opposition ne sont pas capables de mobiliser les citoyens hors des périodes électorales. Et du coup, qu'est-ce que les partis politiques? J'en parle parce que peut-être que il y a une étude que l'association Samori de mon ami Jean Bosco, du confrère Jean Bosco t'a amené sur l'activité politique hors des périodes de campagne, période électorale. Il a été clairement démontré et que la perception que les citoyens ont, c'est que les partis politiques d'opposition n'existent on attend que la période électorale. Mais personne n'explique. Et quand on veut l'expliquer aux citoyens, malheureusement, c'est peut-être pas mon rôle. C'est mon rôle peut-être en tant qu'analyste politique. C'est mon rôle peut-être en tant qu'analyste politique de déceler ces subtilités qui sont inscrites dans une loi qui justement devient un élément de freinage de l'activité équitable et transparente. Là, je suis d'accord avec un mot qu'elle va utiliser tout à l'heure, de la politique. On ne peut pas continuer dans notre pays à mettre l'administration comme l'adversaire des politiques. Parfois, y compris au sein du parti au pouvoir, quand deux groupes aux ambitions opposées se battent. Vous voyez un fonctionnaire de la territoriale venir décider de qui doit être vainqueur. Je suis pas d'accord. Vous avez le temps de répondre à tout cela.
en plus de la question que je mets... Non, vous avez le temps. En plus de la question que j'ajoute. Alors, Hervé, qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre que systématiquement, avant peut-être d'y arriver, je voudrais faire observer qu'il y a une manifestation à Bouddha. Je salue nos correspondants locaux là-bas, Flore Kenny et Bemo, qui ont couvert cette manifestation encadrée. À Bouddha, il y a eu effectivement une manifestation assez remarquable des militants du MRC qui a été encadrée par les autorités locales. Alors, vous sembliez dire tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'autorisation. Dans ces... J'attends qu'on me prouve qu'il y a une autorisation. Mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vous le conjure. Il n'y a pas eu de déclaration. Il n'y a pas eu de déclaration. Pas eu de déclaration. C'est-à-dire que le MRC n'a pas déclaré ces manifestations. Alors, dans ce contexte, Douala non déclaré, un peu partout non déclaré, mais quand même l'autorité à Bouddha là-bas a quand même encadré la manifestation. De façon générale, on va le virer. Qu'est-ce qui peut justifier que systématiquement, depuis quand même un certain moment, on observe que l'autorité administrative n'accorde pas d'autorisation aux partis politiques de l'opposition pour s'exprimer sur le territoire national. Quelque chose en contraire, monsieur Pita. Comme vous êtes le troisième contradicteur, je vais vous répondre tous ensemble. Je sais que vous êtes... Non, attendez. Vous êtes spécialiste des qualificatifs. Non, vous êtes le troisième parce que je ne vois pas la question. Vous faites une affirmation, vous voulez que je commente. Non, je n'ai pas fait l'affirmation. Je n'ai pas eu de factuel. Est-ce que je peux maintenant avoir le temps? La question est simple. Qu'est-ce qui peut justifier je veux être figurant de votre film, mais respectez-moi. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse que mon jeune frère, le docteur Essomba, vient de faire, parce que ça, c'est l'un des problèmes de la politique au Cameroun. La politique est devenue un peu l'otage des campus et on vient faire des déclarations qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. Peut-être dans les livres de loi, maintenant c'est ce qui est écrit, mais la liberté est une notion fondamentalement politique. Et l'exercice de la liberté, l'ordre public est un compartiment des affaires politiques. Qu'est-ce que vous dites? Pardon, docteur, j'ai écouté, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Non, parce que vous voulez plaire à tout le monde. Et vous dites, non, je vais dire pourquoi est-ce que ça m'a fait sauter. Je vais dire pourquoi ça m'a fait sursauter. Parce que je pense que votre génération devait faire attention avec toutes les incantations qui souvent cachent les violations de la loi. Le principe, c'est la loi. Parce que l'ordre public, c'est le point d'intersection où chacun a un périmètre délimité et où nos libertés ont une zone commune pour que les uns n'écrasent pas les autres. Voilà le problème. Si vous voulez qu'on change la loi sur les manifestations publiques, changez la loi. Mais vous commencez pas par violer la loi pour changer la loi. Bon, mais donc, Allez-y. Donc, c'est dont il est question ici. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos que tout est améliorable. Mais je voudrais aussi apporter un bémol. Vous êtes au courant des manifestations qui ont eu lieu dans le département du Hong-Kong suite aux années judiciaires du maire Kwemo. Est-ce que ça a été réprimé? C'était une manifestation dans la rue. Et ça n'a pas été réprimé. Interdite. Mais il y a eu les manifestations. Voilà. Bon. Et ça veut donc dire que... non, Alex, ça veut dire que nous pouvons nous entendre pour dire que si on réussit à ce que les associations, les partis politiques et les hommes politiques essayent de marginaliser les radicaux, le vandalisme, nous pouvons trouver un terrain parce que la loi est améliorable. Moi, je voudrais un pays où il n'y a pas de point de vue dissident qu'on exprime seulement dans la salle de bain ou à la cuisine. Nous sommes tous d'accord là aujourd'hui parce que nous sommes compatriotes et vous avez vu, nous avons les liens des uns des autres. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire sourire. Et Limbi Lobe vient me voir dimanche, moi je rentre du culte et me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Tu ne me croiras pas, député, il vient me dire, allons rendre visite à Célestin Diamène. Et je lui dis, est-ce qu'il y a du monde là-bas? Est-ce que ça ne va pas l'embêter et tout? Je laisse que Limbi vous confirme et vous dise pourquoi on ne s'est pas rendu à l'hôpital. Donc aujourd'hui, la liberté nous concerne tous. Et ceux qui sont au MRC, ce sont nos compatriotes. Ceux qui sont ailleurs, ce sont nos compatriotes. Mais cette liberté ne peut être garantie que par la loi, c'est-à-dire le respect de l'ordre public, et que personne ne s'autorise à aller casser notre ambassade qui n'appartient pas à Paul Biya, aller casser les représentations camerounaises et à provoquer les forces de défense et de sécurité. C'est là la différence entre vous et moi. C'est-à-dire, je vous comprends, mais vous êtes en train de tourner sur ce qui est périphérique par rapport à ce qui est central. Si nous sommes d'accord pour le respect de la loi, l'exercice des libertés sera une question secondaire. Je vous relance, Hervé. Est-ce qu'il peut justifier
que systématiquement l'autorité administrative ne délivre pas des récépissés autorisant, du moins les récépissés à l'issue des déclarations des partis politiques de l'opposition qui en font. Bon, alors la bonne question. D'abord, moi je suis un responsable, un dirigeant du RDPC. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Mais vous m'amenez à faire un commentaire sur ce que je vais faire. Soyons d'accord. Parce que je ne suis pas fonctionnaire, même si je l'étais, je suis ici en qualité de militant du RDPC. Député, nous nous connaissons tous au Cameroun. Et je crois que la frilosité de l'administration par rapport à certaines manifestations à Douala, c'est que certaines manifestations se loignent souvent de leur objet pour devenir la Libye de tout et n'importe quoi. L'exemple même de ce qui se passe sur cette table aujourd'hui, à 4 tables, mon ami Emmanuel Kounié profite des débats à 4 tables pour parler de ses frustrations avec le SDF. Il n'est plus dans le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment en est-on arrivé à ce qu'il y ait des blessés dans une manifestation? Était-elle autorisée ou pas? Est-ce que l'encadrement est bon ou pas? Voilà la question. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est la responsabilité des mouvements qui jouent avec l'administration et qui ont des objectifs cachés. Quand vous demandez une autorisation, Emmanuel, dans les yeux, je te le dis, pour contester les résultats de l'élection présidentielle, c'est déjà une manifestation qui porte atteinte à l'ordre public parce que vous violez l'autorité de la chose jugée. Professeur, oui ou non? Ben voilà, si on est d'accord là-dessus, on peut avancer. Il faut donc faire l'économie de ce genre. Oui. Maurice Kamto a appelé à manifester sur plusieurs sites pour le samedi 26 janvier 2019. On a vu des manifestations au Cameroun et ailleurs qui ont rassemblé des Camerounais et peut-être d'autres nationalités. Pas peut-être. Notamment en Europe, en France, où l'ambassade a grandement été saccagée. J'ai pu voir que l'ambassade de Londres, je parle peut-être sous contrôle, a quand même été aussi a fermé 3 jours. Donc certainement qu'il y a eu des... Il y a l'ambassade d'Allemagne. Nous avons eu le communiqué du ministre de la Communication tout à l'heure, qui a annoncé que le ministre des Relations extérieures du Cameroun a dû convoquer les ambassadeurs de quelques pays pour leur dire le courroux du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire politiquement que l'appel de Maurice Kamto est à l'origine de ce qu'on a pu voir, ou a eu un lien de ce qu'on a pu voir comme mobilisation et par voie de conséquence toutes les dérives qui ont été observées ce week-end? D'abord, je voudrais vous dire que j'ai suivi sur un plateau hier des gens qui intervenaient de l'Europe, qui donnaient les raisons pour lesquelles ils étaient à cette manifestation, qui n'avaient rien à faire avec ce que Maurice Kamto a réclamé. Puisqu'il y a une fille qui a dit qu'elle était dans le train des écarts, et que le train est tombé, et que rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui, et qu'elle était à l'ambassade, c'est une Camerounaise, elle s'appelait Kamga, et qu'elle a manifesté parce qu'elle estime que... Je vous laisse répondre. C'est pour vous dire. Attendez, je vous laisse. C'était sur Afrique Média, ceux qui ont suivi hier soir. Permettez que je régule. C'est que tu dors à Afrique Média. Permettez que je régule. On est à STV, c'est plus... Parce que tu dis tout. Emmanuel Kounié, il y a quand même également des éléments, des personnes qui se reconnaissent comme étant... militants du MRC. Militants du MRC qui ont pris part. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas que ça. Et puis ce n'est pas la première fois que des gens vont manifester dans les ambassades et provoquent des situations. Vous avez vu, avec la crise anglophone, quand le ministre Laurent Esso et les autres sont allés pour parler de anglophone à l'étranger, les gens ont attaqué les ambassades, ils sont allés là-bas, ils ont manifesté et ils ont posé ça. Je crois que c'est pas... Je ne défends pas Maurice Kamto, mais je dis que ce n'est pas Maurice Kamto qui avait demandé, au moment de la crise anglophone, que les gens aillent dans les ambassades poser des actes. Donc, le fait que Maurice Kamto ait appelé à manifester peut être un prétexte. On peut considérer ça comme un prétexte, mais ça ne peut pas être forcément, puisque en dehors de cette femme, il y a même un garçon qui a intervenu toujours hier soir. Et il expliquait qu'il n'était pas d'accord et qu'il allait à l'ambassade parce que, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé ici, il a traversé la Méditerranée par la nage pour arriver en Europe et puis il se plaignait de sa situation. Non, c'est son problème à lui, mais ça n'a rien à voir avec les récriminations, avec ce que Maurice Kamto, l'appelait de Maurice Kamto. Donc, il y a c'était comme le deuil Bamileke. Chacun y venait avec son problème. Chacun y venait avec son problème.
on peut mettre tout ça sur la tête de Maurice Kamto. Maurice Kamto aussi avait son problème. Mais d'autres gens sont venus avec leurs problèmes. Donc, il y a eu toutes ces confusions. Mais ce que je voudrais dire, c'est pour vous dire, je réponds rapidement à ça pour dire que ce qui s'est passé à l'étranger, c'était tous les problèmes du Cameroun. C'était pas seulement les problèmes de Maurice Kamto. Et tu les condamnes, mon problème n'est pas là. Je n'ai pas besoin de condamner, de pas les condamner. Je n'y suis pas, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Vous avez parlé de la loi tout à l'heure, parce que Hervé parle, il dit il faut respecter la loi. D'accord, mais l'initiative de la loi appartient de manière concurrentielle au législatif et à l'exécutif. Il est démontré de manière constante que chaque fois que les membres du législatif, que les députés ont fait des propositions de loi, cette proposition a été systématiquement rejetée. Donc l'exécutif est seul à pouvoir, n'est-ce pas, faire déposer les lois à l'Assemblée. Et dans ces conditions, le pays est complètement, comment dirais-je, séquestré par ceux qui nous gouvernent, et puis les gens ayant le pouvoir peut avoir des possibilités de se mouvoir, ça craindra le bol, et puis ça peut donner tout le moyen, parce que vous ne pouvez pas étouffer les gens infiniment. Aucune proposition de loi des députés n'a jamais été acceptée dans cette assemblée. Et M. Biya s'arrange à faire en sorte que l'assemblée soit constituée au moins de 150 députés sur 30 venus de lui. Alors vous voulez que les gens fassent quoi? Les gens vont faire ce qu'ils peuvent, et à la limite, vous avez vu en France, les gilets jaunes se sentent étouffés. On leur a proposé que si l'impôt sur la fortune est supprimé, alors on va créer des emplois, et puis ça fait 18 mois qu'ils attendent, il n'y a pas d'emploi, ils sont descendus dans la rue, monsieur Hervé, ils sont descendus dans la rue. Parce qu'ils se rendent compte les propositions de Macron ne peuvent pas être exécutées, et puis les gens, le ras-le-bol, ils sont descendus, ils ont même cassé. C'est ce qui va se passer si les gens continuent à nous étouffer. Nous sommes ici. Arrêtez de nous étouffer. Si les gens sont étouffés, ils vont au moins chercher un peu d'oxygène. Et c'est de ça qu'il s'agit. Emmanuel, en démocratie, mon cher ami. Quelle démocratie? Une démocratie avec quelqu'un qui verrouille tout. Il prend tout à son compte. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun, cher monsieur. Il y a un dictateur au Cameroun. Emmanuel Kounié, s'il vous plaît. Allez-y. Mon cher Emmanuel, en République comme en démocratie, il y a la meilleure façon... Ne prononce le mot démocratie. Non, qu'ils ne disent pas. Quelle démocratie? Bon, attendez, je vais lui dire un peu prononcer ce mot. Oui, parce que... Mais laissez-moi le lui dire. Emmanuel, laissez-moi le lui dire. Laissez-moi le lui dire. Emmanuel Kounié, laissez-moi le lui dire. Allez-y. En démocratie, M. Kounié, la seule méthode qui est acceptée dans le cadre de la loi du changement du pouvoir, ce sont les élections. Et il y a des lieux où on modifie les textes qui régissent notre vie en commun, c'est-à-dire le Parlement, le règlement. Vous avez pris en otage le Parlement. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Je suis profondément blessé ce soir parce que tu es un de mes amis, que tu ne puisses pas dénoncer des choses qui n'ont aucun sens. Un Parlement obèse qui n'a aucun sens. Les gens ont volé les unes, ils ont volé tout. Bon, je voulais relancer. Non, je ne veux pas parler. Non, c'est la prime à la violence. Tu n'as pas le monopole de la violence, d'accord? Tu me laisses parler. Monsieur. D'accord, je te respecte maintenant. Stop. Alors, voilà, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas acceptable. Laissez-moi reprendre. C'est pas acceptable. Une seconde. Qu'un aboyeur prenne toute une émission. Une seconde. Et tu gesticules comme un électron. Laissez-moi reprendre la parole. Je vous la redonne, monsieur. Comme un électron. Je vous redonne la parole, monsieur. Je vous donne la parole. Non. Je vous la redonne la parole. Avant de vous la redonner, je vais peut-être rebondir avec Ambroise. Non, je dois répondre. Je ne veux pas accepter le fait d'accomplir. Ils peuvent le faire à l'ambassade du Cameroun à Paris, mais ils ne peuvent pas le faire. Non. Je vais être courtois. Je voudrais dire qu'on ne change... Vous allez répondre. Non, je reprends là maintenant. On ne change la loi. Vous donnez une prime à la violence. Parce qu'il m'empêche de parler. Non, vous avez le temps nécessaire. Je l'ai écouté alors qu'il disait tout et n'importe quoi. D'accord. Qu'il accepte que je lui dise. Une seconde. Non, c'est pas acceptable. Non, parce que je voudrais que Ambroise réponde et que dans votre réponse, vous en parlez. Non. J'ai une réponse précise. Elle va être courte. Je ne veux pas prendre son temps de parole. Non, je ne veux pas prendre son temps de parole. Je ne vais pas vous laisser. Bon, alors je me lève. Non, vous n'allez pas vous lever. Je ne peux pas accepter ça. C'est la prime à la violence. C'est ce que nous ne voulons plus dans ce pays. Vous n'allez pas vous lever. Il m'empêche de parler dans une émission. Non, il peut pas. Alors, laissez-moi répondre. Vous allez répondre. Non, je vais être bref. Moi, je ne veux pas prendre le temps. Le timing de la réponse. Je ne veux pas prendre le temps. Allez-y. Non, ce que je voulais dire. Allez-y. C'est que dans une république, il y a des règles. Il n'y a pas la place pour des brutes et des vandales. D'accord? La loi, et pour la changer dans une république civilisée, on passe par le Parlement où on s'arrange à avoir une majorité pour pouvoir la faire bouger. Et dans certains pays où il y a l'initiative, la démocratie participative, il y a des normes. Mais on ne peut pas, parce que personne n'a le monopole de la violence, à part l'État. Ce qui se passe n'est pas acceptable. Quand M. Kounié, qui connaît peut-être pas bien Paris, nous dit que les gens
peuvent s'autoriser à aller casser, brûler, dévasser notre ambassade, c'est totalement inacceptable. Laissez-moi vous dire, la manifestation en question était prévue à la porte de Clignancourt. Hein? Là, au moins, il ne peut pas me contester que je connaisse Paris mieux que lui. D'accord? Et pour aller de la porte de Clignancourt à la porte d'Auteuil, il faut au moins 45 minutes à 1 heure du temps. Et Alex, même si on prenait le bus circulaire et tout. Ça veut donc dire que pour que ces messieurs-là se déplacent en une bande organisée de près de 50 ou une centaine, comme ils disent, de personnes pour aller faire ce que tout le monde a vu, il y a plusieurs niveaux de responsabilité qu'il faut appeler. Moi, je ne sais pas si c'est réclamé de Maurice Kamto. Si j'étais avec Maurice Kamto, je lui aurais dit, Maurice, il faut dénoncer ce qui s'est passé, parce que c'est contraire à l'intérêt de tout Camerounais. Mais ces gens se déplacent en bande. La police française ne les a peut-être pas vus parce qu'ils avaient le con. Ils arrivent, ils escaladent la barrière de notre ambassade. On ne les voit pas. Ils y installent pendant 4 heures et 5 heures. Pour rester avec vous, qu'est-ce qui peut justifier que cette ambassade ne soit pas protégée 24 heures sur 24? Je voulais en arriver. Comme c'est peut-être ailleurs. Je voulais en arriver. Il y a 2 niveaux là. Il y a une protection sur la rue, c'est la France, et à l'intérieur, c'est le territoire camerounais. Quand je vivais en Europe, il y avait des services de sécurité à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Et la période n'était pas aussi violente que maintenant. L'UNEF et la FEANF n'ont jamais cassé une ambassade du Cameroun. Les nouveaux leaders politiques nous apprennent des nouvelles méthodes fondées sur la violence. Mais l'UNEF... La brigade anti-Sadina, c'est pas... Vous pouvez interroger Anissa Ekane, Kalalo, ou Henriette, qui ont été à l'avant-garde de toute cette période. Ils vous diront que jamais leur arrivé à l'idée d'aller casser l'ambassade. Alors, quand on vient dans une émission si respectée comme celle-ci, pour dire que parce qu'on s'est fait contrôler à Babimbi, on prend la route, on s'en va à Paris pour casser l'ambassade. C'est non, Emmanuel. Et aujourd'hui, je commence à avoir un doute sur toi. Pour terminer, vous faites une corrélation entre les manifestants, les casseurs et tout ce qui s'est passé? Oui. Parce qu'il y a un lien d'après l'explication d'Emmanuel Koundé. C'est-à-dire que si on vous donne une autorisation pour marcher, vous vous dites que c'est à l'occasion, par exemple, qu'on a déplacé la canne, vous amenez vos histoires. Que vous avez des preuves de cela sur... C'est lui qui vient de déclarer. J'ai déclaré. Une personne a déclaré qu'elle était dans le train des ECA. Oui, et elle a pris l'avion pour aller casser l'ambassade. Alors, moi, je termine pour dire ceci. Je pense que nous allons laisser les institutions... Non, c'est pas dangereux. Nous allons laisser la police et tous nos services de renseignement faire leur travail. D'ailleurs, on est déjà en train de faire des évaluations des dégâts. Et il ne faut pas accabler ceux qui sont maintenant en face de la justice. Et il faut qu'ils soient avec leurs responsabilités. Mais nous qui avons la chance et le privilège qui nous est accordé par les autres compatriotes d'être des leaders qui portons la parole, évitons certaines postures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons dénoncer les violences d'où qu'elles viennent et surtout les violences des organisations privées qui sont une atteinte à la démocratie. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller accabler le MRC. Moi, je ne m'inscris pas. D'ailleurs, si le MRC a des problèmes aujourd'hui, le principal bénéficiaire, c'est le SDF. Ce n'est pas le RDP. Donc aujourd'hui, Emmanuel, tu ne peux pas cautionner les violences, ni contre l'ordre public, ni contre nos ambassades. Vraiment, c'est la défaite de l'intelligence. Alex, tu cautionnes la prise en otage de l'Assemblée? Non. Peut-on penser qu'il y a corrélation entre l'appel à manifester et toutes les conséquences qui en ont suivi? Politiquement, je peux voir une relation, mais pénalement, j'en vois rien, j'en vois pas. Ah, ça c'est un autre débat. Oui. Mais on fait la politique. Donc, non, parce que dans le cadre du débat politique, et il est important que, et c'est en cela que, quelquefois, malgré le fait que je trouve que le propagandiste impayable le système. Non, il peut être payé. Comment tu dis impayable? Non, on a déjà on se connaît. Je refuse qu'il y a les salariés. Je refuse l'idée selon laquelle on en vient à vouloir judiciariser les non. Le cas Maurice Kamto. Non, à judiciariser les, comment je vais dire, les protestations politiques. On peut comprendre. Les casseurs. Non, je parle pas. Non, la question qu'il m'a posée. Il te parle des casseurs. Non, il me pose la question, est-ce qu'il y a un lien? Les casseurs, par exemple, sont les vandales, oui ou non? Mais il est évident que
Comme si Ce sont les vandales. s'il y avait des cas, s'il y avait eu des cas, s'il y avait eu des cas à Douala, c'est mon problème. Hervé, face à la justice. Hervé, s'il y avait eu des cas à Douala ou à Tchang, où j'étais le week-end, évidemment que j'aurais considéré que les gars qui ont cassé, quelle que soit leur frustration, je considère que c'est du vandalisme. Et à l'ambassade de Paris, c'est du vandalisme. C'est le Cameroun. C'est évident que ce qui s'est passé à l'ambassade du Paris, il y a des actes de vandalisme. Maintenant, attribué à une organisation politique. Ça, c'est pas mon problème. Je dis que, non, sur le débat, c'est la question. Oui, c'est la question que j'ai posée. C'est la question qu'il m'a posée. C'est la question. Ah oui, oui. Mais il y a c'est pas possible, Hervé. Tu ne peux pas m'entraîner dans ça. On se connaît. On se connaît. Allez-y, Alex. Attribuer à une organisation politique des actes dont un ensemble de questions que toi et moi qui connaissons Paris pouvons nous poser sur cette sorte de passivité quand même qu'on a vu. On ne peut pas me dire que le MS, qu'un parti politique basé au Cameroun organise ce qu'on a vu là. Non, non. Moi, j'ai la faiblesse de dire, de penser qu'il y a un problème même à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Il y a un problème. Arrêtons de nous mentir. C'est exact. Arrêtons de nous mentir. On ne peut pas avoir une réputation. Et je rappelle que, du fait de l'histoire du Cameroun, l'ambassade du Cameroun à Paris semble être l'une des plus importantes ambassades du Cameroun, en dehors peut-être celle du Nigeria et celle de New York, en tout cas la représentation du Cameroun à l'ONU. Et avec Bruxelles, c'est les 4 principales ambassadeurs. C'est les 4 principales missions diplomatiques du Cameroun dans le monde. Donc, qu'on ne se cache pas derrière cette affaire-là pour ne pas tirer. Absolument. Comment j'allais dire, sur le plan interne. Comment il connaissait le bureau de l'ambassadeur? Comment il connaissait le bureau de la mission de la DGRE? Que la brigade anti-sardinade, comme je lis sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais dénoncé d'ailleurs. Mon frère. Non, ce n'est pas le sujet. Allez-y, Alex. Allez-y. Moi, je suis un analyste politique. Oui. Dénonce ce que tu veux. Dénonce ce que tu veux. Je constate qu'il y a un groupe de Camerounais qui prétendent, j'utilise le terme prétendent, qui prétendent être très frustrés sur un certain nombre de choses qui se passent dans ce pays. Ils disent, en tout cas, nous, on fonctionne. Et s'ils ont voté? Ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas qui a voté. Est-ce que le vote sert à quelque chose ici? Non, vraiment. Moi, j'ai voté. Donc, pour répondre très clairement à la question de mon excellent confrère Tipita, je dis que on ne peut pas boucler l'affaire de Paris là sans s'interroger sur le laxisme interne. On va raconter que ça s'est passé le week-end, le dimanche, le samedi. Une ambassade n'est pas, comment je l'ai dit, n'est pas une église où on entre. Attendez, l'ambassade du Cameroun à Paris n'a pas de série sécurisée, n'a pas de système. Ambroise Somba. Donc, je suis choqué par ce qui s'est passé. Si je m'en tiens au moins au motif qu'on a collé à professeur Fogueder, votre confrère, révélé sur les médias par maître Emmanuel Sim, le troisième vice-président. 5e même, avant il était président. Non, il est 3e. Troisième vice-président du MRC. 4e. Il est 3e. Bon, dans tous les cas. Le communiqué qu'il a signé ce matin, c'est 3e vice-président. Parce que le vice-président est devenu président. C'est un détail. Prenez ma question. Ambroise Uzo. Alors, maître Sim nous apprend que Alain Foguet, qu'on a mis en garde à vue hier, non, c'était samedi. Hier. On l'a interpellé avant les autres. Oui, il a été mis en garde à vue. Les motifs qui lui sont collés, c'est insurrection et destruction des biens publics. Il y en a eu à Yaoundé, on a détruit des biens. Non, on va te dire pourquoi. Il a fait une interview, si je pourrais expliquer. Donc, prof, alors, voilà un peu, et je présume que, comme il est dans les langues de toutes les arrestations, je ne fais... Les interpellations. Les interpellations. C'est vrai que dans votre monde juridique, là, ce soir, je le dis comme ça, je présume que les autres, ce motif, comment on appelle ça en droit? Il fait l'apologie du crime. Non, ce motif va être étendu à tous les autres qui ont été pris, je présume. Mais pourquoi on ne préjuge de rien? Bon, d'accord. Quand vous faites une interview pour applaudir ce qui se passe à Paris, comme vous le faites, on devait l'interpeller. Sur cette base-là seulement. Tu peux venir m'interpeller ou va dire à qui tu veux. Tu es mon ami, hein? Va dire à qui tu veux. Va dire à qui tu veux.
vous dites qu'on est... Je soutiens les conneries comme une assemblée de 150 députés. Je ne veux pas dire surenchère de manière globale, mais permettez-moi avant de vous répondre. Je crois que tout à l'heure, le grand frère fait une digression. Juste, j'ai voulu rappeler que, juste voulu rappeler que la finalité d'une loi, c'est d'assurer l'ordre public. Et quand l'exercice des libertés veut s'opposer à l'ordre public, c'est l'ordre public qui prédomine. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a la primauté dans de l'ordre public sur l'exercice des libertés fondamentales. Vous savez que le défenseur de droit voilà, considère que la liberté est absolue, est sacrée et que il est souhaitable et il est bon qu'on s'assure toujours par les moyens d'information et de renseignement que nous avons, que tel, et que ce soit a posteriori, qu'on permette à une autorité assermentée, qui peut être l'autorité judiciaire, de sanctionner éventuellement les fauteurs de troubles. Mais on ne peut pas préjuger, on ne peut pas préjuger, comme on le fait systématiquement au Cameroun, que des personnes qui veulent manifester pour exprimer une opinion dissidente dans la rue vont procéder comment vous appelez ça? Au trouble à l'ordre public. Voilà une position. Je pense que les motifs pour lesquels le professeur Alain Foguet a été interpellé sont suffisamment clairs, c'est-à-dire que destruction des biens publics qui a débouché justement sur l'insurrection, qui sont justement des infractions condamnées par la loi. Et je pense pour ma part que quand on regarde même ce qui se passe au niveau de l'ambassade, pour revenir également sur cette question, vous vous rappelez que la Convention de Vienne, en son article 22, prévoit la réciprocité de la protection des institutions diplomatiques. Et ça fait de sorte que l'État du Cameroun se trouve être indigné parce que on ne peut pas laisser une telle gravité s'exercer sans qu'il y ait eu une riposte suffisante. Donc moi je pense pour ma part que ça a été quand même suffisamment grave. Vous avez vu, on a profané, je peux le dire, l'effigie du chef de l'État en mettant justement celle du professeur Maurice Kamto, ce qui n'est pas normal. Vous savez qu'il y a une jurisprudence sur la question, sur comment dire, le caractère méprisant porté sur l'effigie du chef de l'État. Il y a eu un procès à Kribi pour cela. Donc moi je pense pour ma part que retenons une seule chose, et Eve l'a dit tout à l'heure, si nous voulons avoir l'exercice du pouvoir politique, si nous voulons avoir l'exercice du pouvoir politique, c'est bien tout à fait simple. Passons par des méthodes qui sont institutionnelles. Moi je pense pour ma part que, et là, député, je fait un autre commentaire, que quand vous regardez, moi j'ai cru devoir voir le professeur Kamto sur une option politico-institutionnelle qu'insurrectionnelle. C'est-à-dire que mobiliser les électeurs pour qu'ils renversent la tendance au niveau des élections législatives et des élections municipales. Et oui, mais bien sûr, pour que justement, pour mettre en mal le président de la République, gagner dans la majorité au Parlement et ne pas permettre au président d'avoir les moyens de gouverner. Moi, je pense que c'est cette voie. Parce que, et je dois vous dire, le peuple camerounais est suffisamment mature. Parce que si on avait été, et pourquoi? Ça peut se justifier, nous sommes dans une mosaïque d'ennemis. Si nous étions dans deux ennemis, un peu comme au Rwanda, ça pouvait facilement dégénérer à un génocide. Donc moi, je pense pour ma part que c'est une question sensible qui mérite, on va revenir tout à l'heure sur les conséquences, qui mérite justement qu'on y mette de l'accent sur la réflexion, comment faire... Et j'observe que de façon subtile, vous avez ramassé un peu le contexte, parce que vous avez... Pour une fois, je suis fier de mon fils. Et d'ailleurs, j'arrive avec Hervé Manuel Com. Et là, je remets dans le contexte Hervé, et vous voulez d'ailleurs embrayer là-dessus. On est quand même dans un contexte assez sensible, où on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux un déploiement assez violent des partisans, des sympathisants, des observateurs, et même, je ne sais pas comment je vais les qualifier, pas que sur les réseaux sociaux, et même dans les différentes composantes de la société. Alors, vous dites que finalement, on s'est retrouvé dans une surenchère globale, que Maurice Kamto aurait pu se retrouver dans un piège qui s'est refermé sur lui sans forcément qu'il n'ait les moyens de calmer, de maîtriser. Là, moi, je vais assumer la politique. Franchement, je connais Maurice Kamto, même si je ne suis pas à sa fréquentation quotidienne. Je ne crois pas
que Maurice Kamto soit un homme vindicatif et capable de mener une opération de haine. J'ai eu un ami partagé avec lui, et là où il doit me voir, un ami commun, Oscar Mouyemé, donc il a été à l'enterrement, qui était notre ami d'enfance tous les deux. Et je ne vois pas ça. Et je ne vois pas Maître Ndoki même, qui est comme la Jeanne d'Arc, être dans la posture de la haine tribale, ou Emmanuel Sim que je connais. Malheureusement, Maurice Christian Penda Koka, malheureusement, Maurice Kamto a embarqué avec lui certaines personnes, hein, tels Eric Kingé, qui se fait appeler Kingé, Paul Eric Kingé, et Albin Zongang, et certains qui l'ont embarqué dans un truc qu'il n'a pas maîtrisé et qui aujourd'hui est cancérigène, est devenu métastase. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contester, Alex, ce que nous lisons. Toi et moi, nous n'avons jamais pensé qu'on pouvait en arriver là. Alex et moi, on se connaît depuis 30 ans. Et aujourd'hui, ce qui a été écrit, par exemple, sur Maître Momo, et il me voit, bonjour monsieur le ministre, c'est totalement inacceptable. Mais je ne désespère pas, parce que je pense que tout le monde devra se ressaisir, et que même la loi va arrêter les extrémistes qui veulent profiter de cette situation. Donc nous devons tous nous investir de tous les bords. Ah ouais, nous devons tous, et il y en a plus de l'autre côté que chez nous. Nous devons tous nous impliquer dans la réparation de la blessure que nous faisons à notre communauté nationale. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, par exemple, alors que c'est pas ma tasse d'été, je ne sais même pas où ils vont, la posture, par exemple, de Univers, qui dit nous on combat, mais dans le cadre de la loi. Tu comprends, député? Donc mon problème, ce n'est pas allons au combat, mais à un combat républicain. Mais nous ne pouvons pas arriver à des actions dignes du terrorisme et qui sont des sortes d'atteintes, de poignardement de la République. C'est ce que j'ai voulu dénoncer avec le ton qui est le mien. Et j'ai dit à Emmanuel Kounié, dont je sais qu'il n'est pas tribaliste, parce que lui, je sais ce qu'il pense de ceux qui sont sectaires. Mais je dis qu'il ne peut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Ça devient, comme tu as dit, le deuil Bamléké. Mais la République, c'est pas le deuil Bamléké. La République, c'est pas le deuil Bamléké. Vous justifierez certainement. On a vu quelques militants faire descendre les effigies nationales, notamment à l'ambassade, la photo du chef de l'État, le drapeau. On a vu certains monter celle de Maurice Kamto. Et vous allez justifier à partir de là le motif de l'insurrection? Non. Moi, je pense que, et d'abord, nous ne souhaitons pas l'insurrection. Et je pense que les gars qui sont permis de profaner, n'est-ce pas, la République, même en descendant la photo du président. Vous savez, il y a beaucoup d'imbéciles. Hein. Quand vous entendez France, vous croyez que... Non, excusez-moi. Quand vous entendez France, député, sachez que la France est habitée, est la représentation de la population camerounaise. Il y a beaucoup de gens désœuvrés, surtout à la porte de Clignancourt, qui ne travaillent pas, ne vont pas à l'école, ne font rien, comme certains, Emmanuel a dit, sont arrivés à la nage et qui n'ont même pas les papiers. Donc, quelqu'un rentre dans une logique destructive au mépris même de sa propre sécurité et du bon sens. Donc, aujourd'hui, les responsables politiques doivent dire plus jamais ça. Je fais une parenthèse sur Alain Fauré, que je connais très bien, qui est un ami. Ce sont ces interviews qu'on lui oppose. Je ne suis pas son enquêteur. Tout comme Paul-Éric Kingé. Son numéro avec ses cheveux, avec son cirage ici, ben on le lui oppose. Parce que lui, il a dit dans cet entretien que lui, il était contre le calme de Maurice Kamto et qu'il souhaitait une action paramilitaire à l'étranger. Il a déclaré, j'ai l'enregistrement. Alex, vous allez certainement répondre. Je voudrais ajouter, comment est-ce qu'on peut expliquer donc cette radicalisation, cet extrémiste qui s'est exprimé notamment sur les réseaux sociaux? Je pense que j'ai tendance à relativiser énormément ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah, c'est ça qui a débouché à Paris. Hein, non, c'est ça. Non, je ne pense pas que ce qui se passe à Paris vienne des réseaux sociaux. Ça me semble venir d'un groupe de personnes, de Camerounais, qu'ils soient des Camerounais de nationalité ou d'origine, qui, pour une raison ou une autre, ils pensent que le président Biala, qui continue à nommer les ambassadeurs ou non, est pour eux.
je dis ce que je les entends dire, n'est pas légitime. Qu'il n'a pas été, en tout cas, selon eux. Mais dis-leur qu'ils se trompent. Mais je crois que il y a une part de fantasme pour beaucoup de gens. Il y a des électeurs qui, pas très informés du droit électoral ou bien de la question de la représentation, ne savent pas souvent que tu peux élire même. Vous pouvez être un groupe qui avait majoritairement élu un candidat, mais il ne gagne pas une élection nationale. Parce que c'est un ensemble de votes sur plusieurs... Une circonscription nationale avec plusieurs lieux. Moi, autant, en tant qu'observateur des élections, parce que pour l'élection présidentielle dernière, j'ai conduit ou j'ai participé à une mission d'observation nationale, nous avons observé énormément, je dis bien énormément, de malfaçon électorale. Autant, à l'heure où je vous parle, je n'ai aucun élément qui me permette de dire, comme certains, que ce que le Conseil constitutionnel a proclamé est faux ou ne l'est pas. Le MSC a dit que c'est faux, c'est-à-dire que les avocats, le MSC et ses avocats l'ont dit. Ses partisans disent que c'est vrai. Mais est-ce pour autant que si quelqu'un va entrer dans une ambassade du Cameroun, enlève le fichier du président Biya, mais celui du professeur Kamto, ça rend le professeur Kamto responsable des actes de nous, on n'y est pas. Donc non. Moi, j'ai pas dénoncé cela. Mes chers amis, je crois que nous avons vu en France, dans l'affaire des Gilets jaunes, que Kamto est dénoncé ou pas, je ne l'ai pas entendu exprimer explicitement un soutien à ces actes-là. Contrairement à, par exemple, en France, où j'ai vu, par contre, Madame Le Pen, je peux le dire quand même avec force, il a d'ailleurs dit sa non-adhésion il a dit à plusieurs reprises. À ce qui se fait. Donc, alors qui dirige le MSC? J'aime pas... Non. Alex, dis-moi plus que tu le connais. Non, je n'aime pas les raccourcis. Je n'aime pas les raccourcis. Allez-y, Alex, je n'aime pas les raccourcis. Tu m'amènes à jouer un rôle qui n'est pas le mien. Et moi, en tant qu'analyste, ou bien en tant que journaliste qui couvre, qui croise les informations, un peu comme la police fait, mais pas pour les mêmes objectifs. Pas pour les mêmes objectifs. La police fait pour accuser. Moi, je ne fais pas pour accuser. Je fais pour éclairer l'opinion. Je dis que sur l'ensemble des faits, des déclarations qui ont été faites, je n'ai entendu nulle part le président du MRC, ancien candidat à l'élection présidentielle, appeler qui que ce soit à aller dans une ambassade, enlever les effigies du président de la République ou bien du président de la République en fonction pour pour terminer sur l'un des points qui a été relevé tout à l'heure. Moi, je souhaite que quand on vient sur un plateau comme celui-ci, qu'on ne fasse pas le travail du procureur. Il faut laisser le procureur faire son travail et qu'il le fasse dans les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est que la présomption d'innocence est le principe cardinal du droit pénal dans notre pays. On ne peut pas, parce que on a interpellé des personnalités, des citoyens, on en a tellement interpellé que même des personnes qui passaient dans la rue à Guinness hier, on les a embarqués à Yaoundé. Comme moi, ton ami le journaliste. J'ai deux confrères, deux journalistes. Ils faisaient quoi sur Nzongan? Mais ils étaient allés. Il y avait des hommes politiques qui étaient réunis chez Nzongan. Un bon journaliste de terrain devrait y être. Moi, il était au bon endroit de couverture. Ils étaient au bon endroit de couverture. Ils étaient au bon endroit de couverture. Moi, je connais des jeunes gens, dont une jeune fille, clé d'avocat, mademoiselle Karine. On m'a informé aujourd'hui, je la connais parce que on a une relation familiale commune. Moi, j'ai appris que elle, qui s'est rendue là-bas pour rencontrer un de ses amis qui était dans la ville, qu'on l'a embarqué et qu'elle est en ce moment à Yaoundé. Donc, il y a quand même des situations comme celle-là qui m'inquiètent. Pour revenir sur cette montée d'adrénaline, hein. Oui. Moi, je veux dire ceci. Quand un président de la République prend les fonctions, de n'importe quelle manière, il est chef d'État. Moi, j'ai dit à Célestin Djamène sur ce même plateau. Même pas coup d'État. Oui, même pas coup d'État. Même quand il prend le pouvoir par coup d'État, dès lors qu'il s'installe, dès lors qu'il dit un décret qu'aujourd'hui est férié, les banques se ferment. Vous ne pouvez pas aller faire vos opérations à la banque. Vous ne pouvez plus dire qu'il est illégitime, vous ne le reconnaissez pas. Donc pour nous,
dès que la Cour constitutionnelle a prononcé le verdict, notre candidat, aussi Joshua, a pris acte. Ça veut dire que nous constatons que fatalement, il est là. Quels que soient les moyens par lesquels il est arrivé, il est là. Pour le moment, c'est lui qui est là. Donc, c'est la première des choses. Non, c'est la première des choses. Maintenant, nous, on se serait attendu que le combat de Maurice Kamto, c'est-à-dire que les revendications qui devaient porter cette marche soient sur le code électoral. Pas sur les élections, pas pour nous dire il faut qu'il aille faire des élections pour gagner des députés. Puisque avec ce code électoral, vous n'aurez jamais de députés à l'Assemblée nationale, puisque ce sera le même conseil électoral nommé par M. Biya du début à la fin, le même conseil constitutionnel nommé. Et puis c'est lui, ce sont ses employés, c'est lui qui les occupe, c'est lui qui les paye, ce sont des agents de service. Il y a une verticalité qui ne permet plus que ces gens-là, n'est-ce pas, soient crédibles. Parce que quand on va aux élections... Donc c'est au SDF qu'on va trouver des gens crédibles. Ce qu'on devrait faire, c'est que ça devait être consensuel. Ça devait être quand vous jouez à un match de football, vous ne pouvez pas désigner l'arbitre, les délégués du match et tout ça, et on va jouer au match. Ce n'est pas possible. Mais c'est pas au cours du match que vous changez un homme normal, oui, mais si vous avez désigné tous ces gens-là, le match même, on peut faire tout ce qu'on veut pendant le match. Donc, moi je crois sincèrement que le combat aujourd'hui, le vrai combat, la marche, il faudrait que tous les Camerounais sortent pour marcher pour le code électoral. Parce que ce code électoral ne peut plus nous permettre d'aller aux élections. Première chose. Quand vous marchez le 23, là, c'était pour le... Il y avait le code électoral dedans. Ah bon? C'était pour la prendre. Mais on parle aussi... Non, il n'y avait pas un seul motif. Nous n'avions pas que ça. Bravo, Alex. Nous n'avions pas que ça. Et vous pensez que les gens qui vous ont suivi, ils venaient forcément pour la candidature? Non, c'est nous qui disions ce pourquoi on marchait. Ils marchaient parce que... Devenez majoritaire, changer la loi. Arrête ton vocabulaire. Vous avez parlé de profaner l'effigie du chef de l'État. Oui. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que les gens sont entrés là-bas, ils ont posé ces actes. Bon, est-ce que... Moi, je pense, et ça, je le dis sincèrement... Tu les condamnes? Non, ce que je dis, c'est que ce soit... Même tout ce que le MRC a fait, ces manifestations partout à la fois, parce que même si vous êtes... Et encore que le parti, le MRC ne peut pas nous prouver qu'il a des représentants partout à ces endroits pour pouvoir piloter cette opération. Donc moi, je mets ça à l'actif. Ils sont en train de faire leur classe. Nous, on a déjà fait 26 ans. Donc, ils sont en train de faire leur classe et je pense qu'on devait en tenir compte. On devait en tenir compte parce qu'il y a beaucoup de ratés dans ce qu'ils ont fait. On fait les classes sur le dos de l'ordre. Non, on doit en tenir compte. Nous, si nous ne pouvons pas, si au SDF, nous savons ce qu'il faut faire dans certaines circonstances. Et eux, c'est un jeune parti. Moi, je crois que je continue à dire qu'ils font leur classe. Mais ils peuvent faire un certain nombre de erreurs. Emmanuel, le MRC est un organe de base. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui. Aucune des manifestations du MRC le 26 mars à l'intérieur du territoire n'a connu de dérapage. Faut quand même pas que... Comment on pourrait dire ça? On a tiré sur N'Djamène où? C'était pas une manifestation du MRC. Non, Hervé explique qu'on a tiré parce que cette manifestation était interdite et ils ont manifesté sans avoir l'autorisation. Non, puisqu'on n'a jamais eu de déclaration. Ça veut dire qu'on ne va jamais marcher. Mais nous, on marche. Alors vous ne déclarez pas. Il ne faut pas confondre. Nous, on déclare. Non, on peut dire ce qu'on veut de Nietzsche, mais Nietzsche fait des déclarations. Oui. Même s'il veut braver l'interdiction. Il fait des déclarations. Or là, on veut savoir s'il y a une déclaration à savoir. Mais ce sont tes amis. Je ne peux pas savoir. Le MRC est un organe annexe du SDF. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas. C'est un démembrement du SDF. Je dis qu'il ne faut pas... Non, il ne faut pas qu'à la faveur des lois sur le terrorisme, tout ce qu'on a écrit là, moi, il ne faut pas qu'à la faveur de ces lois, qu'on pense qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, arrêter les gens n'importe comment. Je crois qu'il faudrait comprendre que ces gens, à mon avis, étaient de bonne foi. Ils ont organisé la manifestation. Les casseurs de Paris? Non, les casseurs de Paris, je vous ai dit que c'était le deuil Bamileke. Il y a des gens qui sont entrés dedans, ils ont posé les actes. Je vous ai cité la fille qui a dit qu'elle était tombée dans le train des écrans hier soir. Qui a ouvert les portes de l'ambassade pour que les gens y rentrent? Le problème, c'est pas ça. Ça ne peut pas être la question. Est-ce que les postes, tout le monde... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que les gens du MRC soient venus forcer les barrières. Je ne pense pas. Moi, je pense que c'était toute autre chose là-bas. Et que ceux qui ont posé cet acte, vous savez même en France, quand les gilets jaunes manifestent, il y a des casseurs qui s'infiltrent. Donc, ils sont même parfois des policiers. Les casseurs s'infiltrent. Donc, vous ne pouvez pas mettre ça absolument à leur compte. Donc, moi, je pense... Il faut dénoncer la violence dans la violence n'est pas une bonne chose. Mais il y a des violences. Bon, vous revenez... Le code électoral qui est au Cameroun, c'est un code électoral violent. Non, il n'est pas il est ultra violent. C'est pas parce qu'il n'est pas, pas favorable à vos manipulations. Ça ne vous a pas empêché de gagner les sénatoriales, je m'excuse. Ça ne vous a pas empêché. Si aujourd'hui il y avait les élections régionales, mathématiquement, vous pouvez nous refaire le coup des sénatoriales à Bamenda.
Comment c'est le même code. Il n'y aura aucun tiré de pénalty. Il n'y aura aucun tiré de pénalty dans les sénatoriales. Alors, ça, c'est pas mon problème. on en sort 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Quelles peuvent être les conséquences de ce qu'on a vécu ce week-end jusqu'à l'interpellation de Maurice Kamto et tous les autres? Je vais pas continuer. Nos confrères David Yengue et Théodore Chopa, ils sont interpellés. Donc Oui. je veux dire que vous savez que sur les... C'est la théorie du panier à salade. Je parle sur Le cas de police arrête tous les gens. Je parle sur le contrôle d'Alex Lembé, d'Alex Azebazé. J'en profite peut-être pour lui dire bonsoir, puis son nom est passé. D'Alex Azebazé, vous savez que sur les indices de respect des droits de l'homme, la liberté de la presse est un élément qui compte pour beaucoup. Donc deux journalistes. Elle n'est pas une franchise pour la participation à des groupes. Je suis d'accord avec vous, mais ça compte pour beaucoup. Bon. Donc deux journalistes incarcérés, c'est Non, toujours mauvais pour l'image. Tout à fait. Alors, on était au niveau de l'impact. Je commence peut-être avec vous, professeur. Sur l'image du Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, on a pu observer que le ministre des Relations extérieures déjà convoqué les ambassadeurs des pays où il y a eu des difficultés au niveau de l'ambassade. Donc ça veut dire que le Cameroun prend conscience de ce que, en termes d'image, il y a quelque chose à faire respecter et donc quelque chose à protéger. Quel peut être l'impact sous toutes ses formes à l'issue de tout ce qui s'est passé ce week-end? L'impact d'abord sur la promotion et la protection des libertés fondamentales et des droits fondamentaux des citoyens. Je l'ai indiqué tout à l'heure, vous savez, l'État est avant tout un État puissant, qui détient un pouvoir puissant, un pouvoir d'autorité, et c'est ce qui peut justifier qu'à un moment donné, comme on l'a vu ici, on constate qu'il y a l'exercice de ce pouvoir personnalisé de l'État qui traduit une certaine autorité de l'institution étatique. Donc par là, tout État dans le monde est censé de préserver, d'assurer l'intégrité territoriale et la stabilité des institutions étatiques. Donc moi je pense pour ma part que sur le plan des libertés publiques, le Cameroun s'inscrit un peu dans la logique d'un État policier. C'est-à-dire que quand on parle de l'État policier, c'est-à-dire on recourt bien entendu de la notion de police, monsieur Emmanuel, comme de la notion de police qui consiste justement à un ensemble de mécanismes et de principes, des valeurs qui visent à justement rassurer et à sécuriser la société. Donc moi je pense qu'un autre impact que nous allons voir, c'est que compte tenu de ces actions, de ces revendications que nous avons eues sur la voie publique et que l'on a qualifié d'insurrection, et quand je me réfère un peu à la loi de 90, il est clairement démontré que tous les partis politiques ou les leaders des partis politiques qui se laissent aller aux actes qui portent atteinte à l'ordre public, s'il s'agit d'un parti, la compétence est reconnue au ministre de l'administration territoriale de faire deux choses. Soit de suspendre temporairement pour une durée qui ne dépasse pas 3 mois le dit parti politique, ou alors la sanction radicale est justement la dissolution de ce parti politique. Donc moi je pense pour ma part que pourquoi on n'arrive pas au niveau justement de la sanction radicale qui est la dissolution du MRC, on pourrait justement pencher pour la première solution en attendant justement qu'il y ait une récidive. Si jamais il y a récidive, là moi je pense qu'on pouvait remonter à la sanction la plus radicale qui est pour moi Emmanuel Kouni. Oui, je crois que s'agissant de l'impact, ce qui s'est passé, chaque médaille a un revers. Hein. Donc il y a un bon côté, de toute façon. Moi je pense qu'il y a un bon côté et c'est celui-là qu'il faut exploiter. Et vous voyez, le bon côté, c'est que il faudrait que le pouvoir lui-même comprenne que chaque fois qu'il y a un problème, il ne peut pas rester sur place et imposer la force et penser que tous les autres doivent se plier et que lui ne fait pas un pas en avant. Le pouvoir ne peut pas être considéré comme totalement innocent, totalement vierge dans ce problème. Ils ont leur part de responsabilité, leur part de faute, ceux qui nous gouvernent. Et pour cela, ils doivent au moins ouvrir le débat sur le code électoral. Parce que nous contestons ce code électoral depuis longtemps. Ça peut être le pas que le pouvoir peut faire. Et ensuite, libérer tous ces gars-là qu'on a pris parce que nous pensons que c'est ce code électoral liberticide qui provoque, n'est-ce pas, la radicalisation. Pour le MRC maintenant, moi je crois que le MRC doit cesser de dire que
il conteste les élections présidentielles quand quelqu'un est au pouvoir et il est en train d'exercer le pouvoir. Il exerce sur eux le pouvoir. Quand il prend une décision, elle est exécutoire. Et puis je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se mettre pour exécuter, pour n'est-ce pas, faire fonctionner leur président dont ils parlent. Donc il faudrait qu'on soit sérieux. Il y a un président qui a été désigné, à tort ou à raison, il est en poste. Il faudrait qu'on comprenne qu'un pays ne peut pas avoir le siège du président de la République n'est pas un banc. C'est un fauteuil. Une seule personne s'assoit dessus. Donc on ne peut pas transformer en banc où 50 personnes s'assoient. Il faudrait que les gens du MSC le comprennent. Et ça, nous l'avons compris parce que nous avons déjà fait 4 élections avec M. Biya, avec tous les sauts et les soubresauts. Alors, ce que je voudrais également dire, c'est que le MRC doit maintenant donc se battre pour le code électoral et ensuite préparer les nouvelles élections pour être dans les institutions. Parce que qu'on le veuille ou pas, si on va aux élections sénatoriales maintenant, il n'y aura que 2 partis qui vont valablement régionales. Il n'y a que 2 partis qui vont valablement y aller, le SDF et le RDPC. Parce que l'UDC peut-être dans... Oui, l'UDC également. Vous estimez que le 3e à la présidentielle, aux dernières élections... Non, Marine Le Pen... Ça les dérange. Marine Le Pen était première aux élections présidentielles en France. Mais quand on est allé aux élections législatives, plus de 500 députés, elle n'en a pas eu 15. Elle n'a pas eu un groupe électoral. Non, donc les résultats des élections présidentielles... Donc les résultats aux élections présidentielles... Il y a eu un 4e... Oui, les élections aux présidentielles n'ont rien à voir avec le premier parti ou le deuxième parti. C'est dans les institutions, c'est à l'Assemblée qu'on voit. J'ai pris le cas de Marine Le Pen. Elle a été première au premier tour. Et elle n'a rien eu aux élections. Donc, moi, je pense que le MRC, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de faire leur classe, c'est tout à fait normal. Ça, c'est les petites maladies de croissance. Et je crois que le gouvernement lui-même doit comprendre ça et puis arrêter de mettre les gens dans les trous. Il faut libérer tous ces gens. Amnesty International, évidemment, s'est prononcé. Les Nations Unies également demandent au Cameroun de respecter toutes les lois et les droits de ceux qui ont été interpellés. Quel peut être l'impact de tout cela sur l'image de notre pays? Non, d'abord, il faudrait qu'on convienne que la vie publique n'est pas une cour de récréation et qu'on ne peut pas, même sous couvert d'un parti politique ou d'une opinion, organiser les gangs dans la vie publique. Ce qui s'est passé ce week-end, et surtout à Paris, c'était la manifestation de la partie la plus méprisable de ce que certains se réclamant camerounais peuvent présenter au monde. C'est une honte qui nous couvre tous. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, ce ne sont pas les incantations qui vont faire cesser cela. La force de l'État doit montrer les limites à chacun d'entre nous du périmètre dans lequel il se met en gestation. Et pour changer une règle de droit, il y a des voies démocratiques par lesquelles on change la règle de droit. On n'utilise pas, nul n'a le monopole de la violence. Vous savez, ici, les jeunes à Douala, ils ont le phénomène qu'on appelle le retour. Si vous me donnez un coup maintenant, il suffit que je prenne mon téléphone, les gars de Nkomondo Cité, c'est qu'ils vont faire le recours. Donc, un groupe qui croit qu'il a en droit de faire ce qu'on a vu à Paris, c'est non, non, non. Et je pense donc que, moi, je ne ferai pas un commentaire, Emmanuel, sur le MRC, parce que je pense qu'il doit lui-même se saisir, s'organiser. S'il a envie de jouer le rôle, peut-être que l'histoire peut lui accorder un jour, mais il faut qu'il réunisse les conditions. Il ne faut pas que ce soit un groupe violent, comme ça a été le cas là maintenant. Alors moi, ce que je souhaite pour le Cameroun, c'est d'abord la paix pour mon pays, et deuxièmement, et que la politique se fasse dans un cadre républicain, où nous n'allons pas marcher avec des armes, et que tout le monde respecte. Quant à ceux qui sont responsables, que ce soit à Paris ou ici, s'ils sont prouvés qu'ils sont responsables, il faut qu'ils subissent les conséquences de leur responsabilité pour que cela ne recommence plus. Plus jamais ça. Enough is enough. Parce que l'appétit vient en mangeant. Ceux qui veulent éprouver, qui confondent la patience des pouvoirs publics et la mansuétude à la faiblesse, il faut qu'on les arrête. Et cet ambassadeur n'a toujours pas d'ambassadeur. Hein? À Paris? Ouais. Mais il y a un chargé d'affaires. C'est un ambassadeur. Il s'appelle Amadou. Alex Azebazé. Sur l'impact et les conséquences. D'abord, sur l'impact, il va de soi que un parti comme le MRC, dont le candidat a quand même été classé officiellement deuxième à l'élection présidentielle, se retrouve au jour où nous parlons, comment je le dis, sans président en capacité de mener ses activités politiques. Je pense que il faut qu'il se soit passé quelque chose d'extrêmement grave pour qu'on prive une association politique
qui concourent à l'expression de la démocratie, de l'exercice. De l'exercice. Non, je parle de ce soir. Hein? Je parle de ce soir. J'ai dit ce soir. Ah, ce soir? Oui. Ben, c'est quand même un délai, on ne va pas lui affranchir. Donc, il me semble que ces gens-là ont suffisamment de garanties de représentation pour que, pour que la règle ne soit pas systématiquement que quand on doit enquêter sur les présomptions de participation de tel ou tel leader politique ou telle personnalité, qu'on doive le priver de la liberté. Je pense qu'il faut quand même qu'on convienne aussi que la privation de la liberté doit toujours être une exception dans un contexte où, en l'espèce, il ne m'a pas semblé qu'au moment où nous parlons, que les personnes qu'on a arrêtées sur M. Nzongan hier, qu'on les ait trouvées en train de... Laisse la procédure aller. Donc, mais parce que notre code de procédure pénale, que j'ai lu, que j'ai eu le temps de lire, ou d'ailleurs, j'ai participé à des consultations que l'ancien garde des Sceaux, le vice-premier ministre Amadou Ali, organisait quand il était venu à Douala. Moi, j'avais, sans être juriste ou pénaliste, je m'étais intéressé à la question. Je suis allé à la rencontre qui avait eu lieu à la maison du parti RDPC à Bonadjo. Je suis heureux de savoir que tu viens là-bas. On nous a très bien dit que le côté révolutionnaire de ce nouveau texte-là, c'était qu'il organisait le cadre de la gestion des libertés, des libertés en matière civile. Un texte dont on dit qu'il était mais qui a écrit ce texte? Non, pas le code procédure pénal. Le code procédure pénal. Vous confondez tout. Je n'ai pas parlé du code pénal. Je parle du code procédure pénal. Vraiment. Le code procédure pénal a été adopté en 2006. Il est entré en vigueur en 2006, je crois. Je crois que je me retrouvais à Paris quand on a annoncé oui, le code procédure pénal en vigueur. Qui l'a écrit? J'ai dit, 2006, M. Campton n'était pas ministre de la Justice. Ah si. Terminé, Alexandre. Donc, la deuxième chose, il était au gouvernement, ministre délégué. Merci. Donc, deuxième chose, j'estime que, évidemment, il y a un ensemble d'échéances politiques qui se profilent devant nous. On ne peut pas en même temps, alors qu'on demande de l'inclusion en matière de participation politique, tenter avec un ensemble de choses qui est en train de se passer, de pousser certains à la marge. Un parti politique est fait, quelles que soient les difficultés qui peuvent se produire, est fait pour participer aux jeux politiques et aux institutions démocratiques. Et il ne me semble pas qu'on doive encourager dans notre pays, parce que le code pénal ou la loi antiterroriste et consorts l'ont proclamé, qu'on doit judiciariser les conflits politiques dans notre pays. Et pour cela, je fais mien les interpellations qui sont celles du secrétaire général des Nations Unies, qui ce soir, dans la déclaration de son porte-parole, a demandé aux autorités camerounaises de s'assurer que l'exercice des libertés politiques et des libertés politiques sont garantis en tout temps et en tout lieu dans notre pays. Et enfin, en termes de... Parce que quand ces organisations-là, dont le Cameroun est membre, s'expriment, même si ça n'a aucune contrainte, il est bon que nous continuons à être le pays civilisé que nous souhaitons tous être, et que quelques personnes, pour leur besoin de carrière politique, pour leur besoin de carrière politique, les œufs sur la tête, tu n'entres pas dans une bagarre. Ça c'est un proverbe. C'est un proverbe américain. Oui, et c'est mon ami le ministre. Merci monsieur, merci. David Eyengue et Théodore Chopa étaient en plein exercice de leur fonction de journaliste. Mesdames et messieurs, permettez qu'on travaille en toute sérénité. Bonsoir. Ça, c'est le journaliste qui a parlé. Oui, bien sûr. Et le SNJC a fait une déclaration dans ce sens. Bonsoir.